Fabrice Divisio est en territoire zuclodien. Donc ce soir, une interview qui va aller dans beaucoup de sens, je pense. De juriste à complotiste assumé, façon de parler, au clochard céleste, et dans plein d'interviews où il a été soit controversé, soit très pertinent sur plein de sujets. Ça va dépendre en fait de tout à chacun. Il y aura les fans, les anti-Raoult, il y aura un peu tous ces gens qu'on va voir dans le chat s'exprimer. Je pense qu'on a un personnage tout autant clivant que rassembleur par certains moments, donc on va voir un petit peu tout ça. Et donc ce soir, c'est l'interview confuse, comme à l'accoutumée sur l'émission, on les appelle comme ça, les interviews confuses, de Fabrice Divisio. Bonsoir Fabrice Divisio. Alors attendez, allez-y, parlez vite fait. Ouais, vous m'entendez ? Ah, nickel, c'est bon, j'ai eu peur, c'est juste le micro qui a eu du mal à prendre le son. Alors tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Enfin, je vais me permettre de tutoyer si tu veux bien. Ouais, nickel. Eh bah, bonsoir Fabrice. Je vais d'abord te laisser te présenter. Est-ce que tu es avocat dans le médical, juriste me semble-t-il. Est-ce que tu peux te présenter succinctement pour commencer ? En fait, moi, je suis effectivement. Alors, je sais pas si on se définit par sa profession. C'est une question intéressante d'ailleurs. Mais moi, je suis avocat effectivement en droit de la santé publique. On fait que ça. J'ai un cabinet en fait à Paris, à Rome et à... Alors j'avais un cabinet à Washington, mais le Covid on a décidé autremment, parce que je ne peux plus aller aux États-Unis parce que je suis pas vacciné. Voilà, à côté de ça, je suis professionnel du cheval, parce que j'entraîne des chevaux, et je suis président, et c'est ça qui est important, de l'association Je ne suis pas un danger, qui donc depuis 1 an s'occupe des non-vaccinés et des vaccinés sous contrainte. D'accord, donc passionné de cheval aussi, parce que alors justement tu disais, le travail n'est pas, enfin pour moi non plus le métier c'est pas ce qui définit un homme, donc du coup qu'est-ce qui te définit aussi autrement ? Parce qu'il y a la religion, la spiritualité, le cheval aussi. Oui, ce qui me définit d'abord c'est ce que j'ai mis dans ma biographie, époux et père. Je suis époux, amoureux fou de mon épouse, de l'amour de ma vie. Mes enfants sont le fondement de ma vie. Et je suis fier d'être un sous-citoyen depuis 1 an, puisque ce mot de citoyen, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et donc être un sous-citoyen, ça me pose aucun problème. Alors, je note effectivement un truc, je suis avocat condamné disciplinairement à 6 mois d'interdiction d'exercer avec sursis, parce que je suis quelqu'un de vulgaire. Oui, ça j'ai su. Tout est dans le. Je suis quelqu'un de vulgaire, impétueux, et qu'on m'a dit que j'avais le droit d'insulter les magistrats, mais pas le président de la République, comme ça au moins on le saura. Parce que vous n'êtes pas un personnage public, vous êtes un avocat, donc ça dessert l'ordre des avocats, soi-disant. C'est ça. Voilà. Alors moi, effectivement, un sénateur n'est pas un sénateur, mais un médecin. Un député n'est pas un député, mais un médecin. Et un débatteur public n'est pas un débatteur public, mais un avocat. En gros, c'est en fonction de ce qui nous arrange et ce qu'on peut faire pour condamner les gens, et ben on l'utilise. Point. C'est tout. D'accord, donc avocat, donc spécialisé dans... Alors, t'as déjà expliqué aussi chez les Clochards Célestes comment tu t'es retrouvé un petit peu dans ce marché finalement du médical, parce que c'est un marché aussi quelque part. Comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Parce que c'est assez rare. Bah oui, c'est assez rare, mais parce que en fait... En 2007, alors, ça dépend. Est-ce que tu veux la version officielle ou est-ce que tu veux la vraie version ? Les deux. La vraie, moi je préfère. Mais l'officiel d'abord, commençons par l'officiel. Alors, les deux sont un peu liés en fait. La vraie version, c'est en fait, en 2007, quand moi je suis arrivé sur le marché, enfin je suis arrivé, en fait, j'ai prêté serment en 2003. Entre 2003 et 2007, j'ai essentiellement fait 2005, 6... J'ai pas mal fait de droits des étrangers et notamment je me suis occupé des médecins à diplôme étranger. 2006, je suis parti au staff de campagne présidentielle en tant que secrétaire national. Je suis revenu en 2007 après les élections. Et à ce titre, un peu déçu de ce que j'y avais vu dans le cadre de la campagne, je me suis intéressé un petit peu à la santé, parce que j'ai fait le tour de France des médecins. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait des vrais problèmes qui n'étaient pas réglés avec les médecins libéraux et qu'on allait au-devant d'une crise démographique absolument majeure et qu'en fait, on allait vers des démissions en série. L'avenir ne m'a pas démenti, tandis qu'effectivement, à ce moment-là, intervient HN1 assez vite derrière. On est partie prenante dans HN1 et puis les choses se sont succédées un peu comme ça. J'ai été enseignant à la fac de médecine et puis voilà. Après, la vraie version, mais qui n'est pas antinomique, je dis ça en plaisantant, c'est qu'au fond j'ai un privilège, c'est que c'est une clientèle solvable. Que en fait, contrairement à beaucoup de confrères qui ont des problèmes d'argent, disons ça comme ça, nous on en a pas parce que on a le dossier moyen chez nous, il est à 20 000 balles quoi. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est un business qui... Enfin, business.
un marché qui rapporte plus que la petite criminalité, bah, etc. Forcément, Voilà, et forcément, parce qu'on est, c'est une hyper spécialité, parce que on a été à l'origine de plein de réformes. Dans ce Covid, en fait, ce qui m'amuse, c'est que les gens pensent que j'ai débarqué dans ce Covid et que finalement, ça y est, je me suis fait un nom à l'affaire du Covid. Non, pas du tout. C'est qu'en fait, je suis arrivé dans le Covid. Je rappelle que moi, quand je suis arrivé dans le Covid en 2020, c'était pour demander des masques FFP2 pour le personnel de santé. Et à l'époque, on le leur refusait. Aujourd'hui, on les vaccine de force, sous peine d'être suspendus, mais à l'époque, on leur refusait des FFP2 et on me disait que j'allais faire, qu'on me disait en plateau que je faisais paniquer les gens. C'est les mêmes qui veulent vacciner tout le monde, les chats, les chiens, les chameaux, qui effectivement disaient à l'époque que je faisais paniquer les gens. Mais à l'époque, vous étiez même critique de Raoult, en fait, au tout début. Ah mais bien sûr. Alors dans l'affaire Raoult, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en fait, Raoult, ça a été compliqué parce que il s'est fait attaquer tout de suite. En fait, très vite, tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, des médecins ont commencé à l'attaquer tout de suite. Et moi, on est venu me voir, et je ne suis pas un partisan, si vous voulez, pour faire simple, de l'attaque. Je n'aime pas ça, je pense que les problèmes ne se résolvent pas nécessairement par le juge. Et donc, il a fallu composer un peu. Mais de facto, si vous voulez, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il y a lieu de considérer que, en fait, dans cette crise, le problème qui s'est posé, c'est que tout le monde a fait comme si on savait, à une époque où on ne savait pas. Et ensuite, tout le monde a fait comme si, pareil pour le Covid, pour la vaccination, tout le monde a fait comme si on savait, alors qu'on ne savait pas. On a pris des décisions sur la foi de ce qu'on savait, or la vérité c'est qu'on ne savait rien. Et quand on ne fait rien, il y a des principes, qui sont mis en œuvre et on ne les a pas respectés, c'est tout. Et alors du coup, pour rester vite fait dans le sujet, en vient la défense de Raoult aussi, c'est-à-dire qu'il te choisit comme avocat. Et alors, du coup, tu le défends. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, très bête, est-ce que tu as l'impression qu'il avait raison sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, ou c'est quelque chose où toi encore t'émets des doutes? En fait, je m'en fous. En fait, je m'en fous complètement qu'il ait raison, qu'il ait tort. C'est pas moi de le dire, ça. Moi, j'ai juste le droit de. Moi, mon boulot, c'est de dire. Que en fait, il a le droit de dire que ça marche et il a le droit d'en prescrire. Fin de l'histoire. Point. Et que c'est pas un problème médical, c'est un problème juridique. Point. En fait. Et que c'est-à-dire qu'en fait, mais parce que quelle est la liberté de prescription des médecins? Ils prescrivent sous leur responsabilité. C'est eux qui prennent les responsabilités de leur prescription. Au nom de quoi l'État viendrait se mêler de ce que les médecins ont le droit de prescrire. Est-ce que c'est plus grave de prescrire de l'hydroxychloroquine ou un vaccin à des enfants de 5 ans alors qu'ils n'avaient aucune autorisation de mise sur le marché à l'époque où ça a été fait? Est-ce que c'est une question, ça? C'est-à-dire qu'en fait, attention, parce qu'à un moment, si on commence à vouloir réglementer la médecine et la liberté de prescription des médecins et la liberté de parole des médecins, on va tout droit vers un totalitarisme de santé publique. Et on pourra plus soigner personne. Alors là-dessus, je suis d'accord. Mais par exemple, tu dis les enfants de 5 ans, mais en France, on vaccinait pas les enfants de 5 ans, si? Enfin, ah bah tiens, on les a vaccinés hors AMM. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que la petite histoire, c'est que c'est tombé cette information le jour de l'audience Raoult. Autant te dire que je m'en suis servi 2000 fois. D'accord. C'est tombé le jour de l'audience Raoult où, sans aucune autorisation de mise sur le marché et sans aucun essai clinique, on a vacciné un certain nombre d'enfants en disant oui, mais parce que en fait, vous comprenez, ils en avaient besoin. Mais ça, c'est totalement. Alors ça, pour le coup, c'est totalement illégal. Ça, c'était totalement illégal. Il n'y avait même pas de débat là-dessus. Donc on voit ce deux poids, deux mesures, et toujours effectivement, parce que Raoult, on lui reproche d'avoir dit ceci ou cela, mais quand effectivement tu as des médecins en plateau qui t'expliquent qu'on va tous mourir si on n'est pas vacciné, que de l'autre, des enfants, dans les IRM des enfants, retrouvent des traces de maladie d'Alzheimer, alors que c'est faux, est-ce que finalement on a un deux poids, deux mesures permanent, ou est-ce qu'on accepte l'idée qu'on ait une liberté? Il n'y a pas une... Ce qui me pose problème dans ce Covid, c'est qu'on a toujours une liberté du camp du bien, et on a toujours une contrainte dans le camp du mal. Qu'il y a une opinion autorisée et une opinion interdite. Et ça peut pas passer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et voilà. Pour toi, le problème serait le même sur les bloqueurs d'hormones avec les phénomènes woke, on en parlait hier avec Sophie Robert. Bien sûr. Le problème, si tu veux, c'est qu'on est arrivé aujourd'hui à une ère dans laquelle la médecine, elle est faite par les labos. Elle n'est pas faite par les médecins. Il faut qu'on soit bien clair. Et j'en donne
2 exemples qui sont extrêmement clairs. Moi, j'ai été dans l'affaire du Mediator. Le Mediator, pardon, mais je veux dire, tout le monde savait que c'était un anorexigène amphétaminique. Simplement, le labo a réussi à venir noyer le poisson avec des autorités sanitaires plus ou moins complaisantes, et ça a donné ça a donné le scandale que ça a donné, premièrement. Deuxièmement, le problème qui se pose, c'est que les labos, depuis 20 ans, disent « Attends, on veut sauver des vies », parce que ça, c'est le grand paradigme. On veut sauver des vies, d'accord ? Et donc, pour sauver des vies, il faut que les médicaments soient mis sur le marché plus vite. S'ils ne sont pas mis sur le marché plus vite, eh bien, à ce moment-là, on sauvera moins de vies. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils cherchent à faire raccourcir la durée des essais cliniques. Le vaccin constitue un scandale parce que on a raccourci la durée des essais cliniques et on a vacciné une population en entier avec une AMM conditionnelle. Alors aujourd'hui, on te dit, il y a un débat, il y a ceux qui disent ça a plein d'effets indésirables et ceux qui te disent non, c'est pas vrai. Mais la vérité, c'est que c'est pas le bon débat. Le bon débat, c'est est-ce que j'ai le droit. Je reprends toujours cet exemple. Si tu traverses l'autoroute à pied et que tu te fais pas shooter, est-ce que tu auras le droit de dire que tu as eu raison de traverser l'autoroute ? La réponse est non. Et bien là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, regarde, tu vois, à supposer qu'il soit rien passé, parce que quand même, on commence à prouver que c'est pas vrai. Mais imaginons qu'il se passe rien. On est en train de dire, mais t'as vu, gars, t'as traversé l'autoroute, tu t'es pas fait shooter. Donc à partir de maintenant, on peut légaliser le fait que on a le droit de traverser l'autoroute à pied. Sauf que le danger reste le danger. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la question n'est pas d'abord celle des effets indésirables, mais du risque. Oui. Est-ce que, oui ou non, est-ce qu'on a pris un risque en vaccinant toute la population avec une AMM conditionnelle et donc des vaccins en phase 3 ? La réponse est oui. Est-ce que ce risque était justifié au regard de la pathologie dont souffraient les gens ? La réponse est non. Parce que le risque de la maladie n'était pas le même à 50 ans, à 60, à 10 ou à 20. Et donc, en vaccinant tout le monde avec un vaccin dont on savait qu'il ne protégeait pas de la transmission, et on le savait pour 2 raisons, on le savait. 1, parce qu'il n'y a jamais eu d'essai clinique sur la transmission, donc ça on le savait. Et 2, parce que les labos l'ont reconnu très vite. Donc c'est de la foutaise depuis le départ. C'est tout. Oui, parce que la transmission, c'est ce qui a été démenti plus tard, dans le sens où on disait que ça évitait la transmission, mais peut-être pas forcément tous les effets, ça diminuait. Pour toi, c'est totalement faux, en fait, ouais, c'est ça. Mais en fait, ça peut pas être vrai, ça ne peut... Il faut quand même... Regarde un peu ce monde de dingue dans lequel on vit. D'un côté, on dit à Raoult, non mais attends chérie, tes essais cliniques, c'est de la merde, là. Tu peux pas prescrire un truc alors que tes essais cliniques, c'est de la merde. Mais l'autre, par contre, on n'a pas d'essais cliniques sur la transmission. Le labo ne demande pas l'AMM sur la transmission, on n'en sait strictement rien, mais tout le monde dit vas-y putain, on va vacciner tout le monde, et ça empêche la transmission. C'est une blague. C'est une grosse blague. C'est une énorme blague, ce truc. Et ça revient aux 2 poids, 2 mesures. Après, est-ce que tu peux être d'accord sur l'idée que, malheureusement, il n'y a pas de couverture vaccinale ? Moi, par exemple, je suis pas un anti-vax. Aujourd'hui, j'aurais du mal à dire oui pour ma 4e dose, parce que je me suis vacciné, parce que je travaille à l'hôpital et tout, avec des personnes polyhandicapées. Bon, bref, ça justifie plein de choses, à la limite. Moi, je me dis, bon, je fais partie du personnel soignant, je me sacrifie. J'ai fait partie des cobayes. Mais, par contre, je me dis, s'il n'y a pas de couverture vaccinale, effectivement, c'est là aussi qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, s'il y avait une couverture vaccinale, est-ce que ça aurait été plus efficace, ce vaccin ? C'est ça ma question dans l'idée. Comment ça, couverture vaccinale ? Une couverture vaccinale à 95%, tu sais, comme pour tous les autres vaccins, où en principe il faut quand même une couverture relativement vaste pour que ça fonctionne, sinon le truc. En fait, c'est le principe de l'immunité. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas d'immunité collective ? C'est le principe de l'immunité collective ? En fait, tu la crées par certains vaccins. Comme le tétanos, etc. Enfin, pas le tétanos, plutôt la variole. Alors j'attends une démonstration à ce sujet. J'attends une démonstration à ce sujet. Ça, c'est ce que tout le monde pense. Moi, je suis pas épidémiologiste. Je pose la question. Ça, l'histoire de vacciner toute la population pour avoir une immunité collective, je veux dire, il y a 2 problèmes avec ça. D'abord, c'est une foutaise. Parce qu'en fait, ça n'est pas vrai. C'est ce que tout le monde pense. Mais en réalité, les études te montrent qu'en fait, il faut vacciner en anneau. Si tu dois vacciner, c'est en anneau. Et certainement pas d'une manière effectivement générale. Quand on dit que un certain nombre de pathologies ont été éradiquées grâce à une vaccination de masse, c'est faux. Elles ont été... Ça, les études sont très claires. Là-dessus, sont très claires. Population non vaccinée, mais juste vaccinée, les cas contacts et en anneau,
et vaccination générale, on s'aperçoit qu'en fait le taux de contamination est le même, premièrement. Deuxièmement, nous avons un virus qui mute tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Donc, tous les 3 à 6 mois. Comment je fais pour atteindre une immunité collective avec un vaccin qui d'abord ne protège pas de la transmission et ensuite avec effectivement avec un virus qui mute? Eh ben on peut pas. Là-dessus, j'avoue, je sais pas. Eh ben on peut pas. Moi, eh ben on peut pas. Non mais je veux dire, eh ben c'est simple, ouais, on peut pas. Eh ben c'est simple. Eh ben on peut pas. Donc faut vivre et non, avec, c'est pas des vaccins. Alors, je veux dire, tes streamers, ils sont mignons comme tout. Je veux dire, mais on va éviter ce soir, effectivement. Si je voulais sur TPMP, j'y serais. Donc on va éviter de faire du $mot dans le texte. Non, mes sources, c'est pas des vaccins et des hommes. Vous êtes mignons les copains, mais si effectivement vous venez de découvrir Arte, je vous en remercie. Moi, ça fait 20 ans que je bosse sur le sujet. Et si vous voulez des études, laissez-moi. Je les enverrai, il n'y a pas de problème. Vous voulez des études, des cartons, il y en a plein, en fait. Je sais bien que votre culture de vaccination, c'est finalement... c'est Delormeau qui l'a faite. Hein, c'est Delormeau et Castaldi qu'on fait notre culture vaccinale. Pardonnez-moi s'il y a des gens qui bossent dans ce pays. D'accord, pas de souci. Après, là-dessus, c'est vrai que c'est logique que les gens se posent des questions. T'es avocat, on est en pleine période Covid, enfin post-Covid maintenant, on va dire. Enfin post-Covid, tant que ça reprenne pas, quoi. Et le doute est permis. C'est-à-dire, malheureusement. C'est-à-dire, il y a tellement de clivage aujourd'hui avec une doute sur quoi? Bah, le doute sur quoi? En fait, surtout. Mais c'est bien, non, mais c'est bien que le doute. J'ai reçu Damien Tarel. Tu vois, le doute est permis, tu vois, justement, surtout, même sur la validité d'un geste comme celui de Damien Tarel. Sauf que, il y en a eu beaucoup de doutes. Il y en a eu beaucoup de doutes durant 1 an et demi. Donc, en fait, on m'explique que tout le monde doute, mais que sur la foi du doute, on a vacciné une population entière sans avoir aucune idée de ce qu'on faisait. Parce que réfléchissons un instant, par exemple, au myocardite. Il y a 1 an et demi, les myocardites, c'était tout à fait marginal. Il y a 6 mois, oui, bon, il y en a, mais c'est juste une petite myocardite, et après, ça passe. Et maintenant, Pfizer et Moderna lancent une étude pour savoir quelles sont les conséquences à long terme des myocardites. Donc, tout à coup, on a des effets à long terme possibles. Je croyais que ça n'existait pas, les effets à long terme. Les règles, les menstruations, la problématique des menstruations, il y a 6 mois... Eh bien, il y a 6 mois, il paraît que c'était n'importe quoi, il n'y a aucun lien entre les deux. On a les rapports de l'ANSM. Après, oui, bon, il y a des signaux d'alerte. Et aujourd'hui, bah maintenant, voilà, c'est le cas. On a effectivement des effets secondaires, des effets indésirables, qui sont clairement identifiés. Donc, la vérité, c'est qu'on a pris un risque. Pourquoi? Juste sur la foi d'un mensonge planétaire, dirigé par qui? Par des cabinets de conseil, enfin planétaire j'exagère, mais effectivement par des cabinets de conseil qui ont refourgué des PowerPoint à 10 balles, à part qu'ils les ont refourgués à 300 000 balles avec nos impôts. C'est tout. Et que tout ça, à un moment donné, il ne s'agit pas d'être complotiste ou quoi que ce soit, il s'agit de constater. On en est où? Quand le ministre de la Santé italien dit que pour les non-vaccinés, il ne me reste plus que le napalm, on en est là, quoi. Je veux dire, donc quand on admet ce genre de truc, on admet une discrimination liée au pass sanitaire et au pass vaccinal, bah je suis désolé, mais moi ça suscite une grande inquiétude. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que le pass sanitaire, le pass vaccinal, le confinement, c'est un peu différent peut-être. Ça va dépendre des cas, etc. Enfin, je parle des maladies, hein, on peut utiliser le confinement, mais le pass, bah, on est sur un truc très autoritaire, quoi. Là-dessus, je suis alors, d'accord. Pour le confinement, non. Pour le confinement, moi, je demande effectivement à ce qu'on me sorte une fois dans l'histoire où ça s'est fait. Qu'on me le dise, ça s'est fait quand? Parce que ce qui m'étonne avec le confinement, c'est que le CDC américain, en 2018, a publié un guide des épidémies, et c'est marrant, c'est pas dedans. C'est marrant parce que MSF, au Sierra Leone, avait fustigé le confinement, qui pourtant était bien plus localisé que celui qu'on a eu. Ils ont fustigé. J'attends de voir. D'accord. Après là-dessus... Personnellement, moi, je ne suis pas expert, donc c'est vrai que je ne peux pas prononcer. Il y a des études qui disent que c'est favorable, d'autres qui disent que non, ça va dépendre. En Italie, il y a des gens qu'on trouve les études qui montrent que c'est favorable. Et puis alors, si effectivement c'est le cas, il faut prendre... C'est pas compliqué, à un moment donné, le réel, c'est le réel. Je l'ai dit pendant 2 ans. Prenons la Floride et la Californie. Ah oui, c'est pas pareil. Ok, Dakota du Nord, Dakota du Sud. Confiné d'un côté, pas de l'autre, masqué d'un côté, pas de l'autre. Pourtant, les courbes épidémiques sont les mêmes. Je l'explique. Alors, Jordanie, Israël, qu'on m'explique. Oui, c'est pas pareil, puis je suis un nazi. Alors, c'est ce que m'a dit le mec sur CNews. Jordanie, Israël, j'attends. Pourquoi nazi? Je sais pas, c'est un mec sur CNews. Quand je lui dis, excusez-moi, Jordanie, c'est proche d'Israël ou pas? Il m'a dit, oui, ok, la population, c'est la même. Ben non, parce qu'ils sont jeunes. Ah, ok, donc, d'accord. Donc, les jeunes, c'est pas la peine qu'on les vaccine.
C'est pour ça en fait. Ils meurent pas du Covid donc on les vaccine pas. Mais par contre en Israël on les vaccine. Ah ok. Mais dites-moi, on est d'accord pour dire que les températures sont les mêmes, que géographiquement c'est les mêmes? Oui. Mais expliquez-moi pourquoi Jordanie ne flambe pas, Israël flambe. Il m'a dit, moi je suis pas là pour discuter avec des nazis. Ah ok. Après, faut pas vous inviter dans ce cas-là. Moi, je ne pense pas que tu sois un nazi, c'est un peu bizarre. Mais alors, dans ce cas, il faut quoi? Faut une société à part pour vivre en dehors de ça? Parce que bon, il y a la Macronie, toi, t'es assez critique par rapport à tout ça. Certains, dans une interview, je crois que c'est à Livre Noir, où t'évoquais justement le fait de peut-être créer une société un peu indépendante, etc. C'est toujours... C'est quoi une société? C'est une communauté de destin. C'est Aristote. À partir du moment où on a un président de la République qui nous dit qu'on est des sous-citoyens et que mon seul droit c'est de fermer ma gueule et de faire ce qu'il me dit, bah j'ai deux options. Ou je ferme ma gueule et je fais ce qu'il me dit, ou je fais sécession. C'est tout. Et de facto, bah on fait sécession. Ce qu'en France on appelle le communautarisme, bah ailleurs on l'appelle la communauté. C'est tout, en fait. Où est-ce qu'il est écrit Bah, je veux dire, quand les juifs, les musulmans, c'est ce qu'on leur reproche, non? On leur reproche un communautarisme, mais parce que de facto, ils ont leurs règles de vie, ils ont leurs écoles, ils ont leurs lieux de culte, ils ont leurs restaurants, ils vivent en communauté, c'est ce qu'on leur reproche. Bah oui, mais ça, pourquoi on leur reproche? Parce qu'en France, c'est du communautarisme, parce que l'État doit tout régenter. Bah oui, bah pas moi. D'accord. Et dans l'idée, ce serait quoi? Moi, je considère que... Ta communauté, ce serait quoi dans l'idée? Bah, la communauté, c'est en fait... c'est tous ceux qui se sentent... Comment je vais dire? En fait, c'est compliqué, parce que ma communauté, c'est celle qui considère que la liberté est la règle et la police l'exception. Et qu'on n'a pas le droit de venir changer ce paradigme qui a été instauré en 1917 par le Conseil d'État, en pleine Première Guerre mondiale. Et que, concrètement... le principe de subsidiarité est ainsi fait que ça n'est pas à l'État de venir se mêler de tout. Du reste, je reviens sur la vaccination un instant. C'est intéressant parce que, au fond, les pays qui ont, d'une façon générale, des vaccins obligatoires, 11, 6, 5, 2, 25, 35, 45, parce que c'est quoi la limite finalement? On a décidé 11, nous. Mais bon, avant c'était 6, ou 3, ou 5. Et tous les États ne sont pas d'accord pour dire 11. Très bien. Les États qui donc ont 11 vaccins obligatoires, ou 3, est-ce qu'ils ont des différences de pathologie? Non. Les États qui ont pas d'obligation vaccinale et les États qui ont une obligation vaccinale ont-ils des flambées épidémiques? Non. C'est marrant quand même. C'est marrant d'utiliser la contrainte permanente comme outil de santé publique. Non, tu comprends, mais c'est pour ton bien, quoi. C'est toujours pour ton bien. On utilise la contrainte toujours pour ton bien. Quand les CRS arrivent et te balancent des matraques à la gueule, c'est pour ton bien. Quand on te fout en tôle sans autre forme de procès, c'est pour ton bien. Non mais c'est marrant. Bah tu sais quoi? Je propose que l'État arrête de s'occuper de mon bien et que je m'en occupe tout seul. Ça ira plus vite en fait. Quand l'État interdit l'école à la maison, c'est pour ton bien. Par contre, dehors, lui, l'école, il s'en occupe pas. Quand l'État réduit les lits d'hospitalisation, c'est pour ton bien. Quand il suspend les non-vaccinés, c'est pour ton bien. Les gamins qui sont triés actuellement en réanimation, c'est pour ton bien. C'est marrant ce truc quand même, où l'État en permanence s'occupe de ton bien. Et dès qu'il s'occupe de ton bien, c'est la merde. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à notre manière de vivre. Ça, je suis d'accord, mais comment Parce que faire aujourd'hui une société à part, c'est pas possible. Tu serais vu comme une dérive sectaire si jamais tu fais la révolution. Et moi, je suis sectaire. Mais moi, je suis sectaire. C'est quoi le problème? T'aimes bien pousser le bouchon. Ah ouais, t'es sectaire. Non, mais je suis sectaire. Pourquoi tu es sectaire? Non, mais parce que je suis sectaire. Non, mais évidemment, je suis. Non, mais enfin, c'est évident. Non, mais c'est évident, je suis sectaire et complotiste. Il est où le problème? Je suis sectaire parce qu'effectivement. Je revendique, mais est-ce que c'est vrai? Mais je revendique, évidemment, je suis sectaire. Je suis sectaire. Et d'ailleurs, c'est bien la secte, non? Tom Cruise est devenu l'invité d'honneur de la patrouille de France. Donc on a regardé un documentaire sur la scientologie il y a pas longtemps. Non mais attends, je veux dire, je sais pas, hein. Moi je sais pas, il paraît qu'effectivement c'est mal d'être sectaire, mais à la fois on invite un mec qui est le patron de la scientologie ou représentant de la scientologie comme invité d'honneur. Donc moi je suis désolé, c'est qu'a priori c'est devenu bien quoi. Moi je vais être Tom Cruise, hein.
C'est pas faux. Bah, moi je veux bien aussi, voilà. J'avoue. D'ailleurs, faites des dons, n'oubliez pas. Je suis forcément. Attends, je vais te dire. Je suis sectaire, pédophile et et complotiste. Sectaire, pédophile et complotiste. Ben non, mais je vais te dire pourquoi. Parce que je suis catho. Donc si je suis catho, je suis forcément un peu sectaire, forcément un peu pédophile. Et comme je suis en plus anti-vax Covid-19 et que je considère que la vaccination obligatoire c'est quand même de la foutaise juste pour nourrir les labos et que je considère que les labos, bon, certainement ils ont sauvé des vies mais que l'un dans l'autre c'est quand même le minimum puisque tu les payes, hein, et que donc je suis complotiste, donc ça me pose pas de problème en fait. Je suis bon pour monter ma secte. Parfait. Si jamais vous cherchez votre carte. Voilà, on me demande si c'est pas un peu un combat contre des moulins à vent finalement, face à un État qui va décider de tout, enfin un État ou des grosses boîtes, hein, manifestement très puissantes. Enfin, est-ce que tu trouves ça encore possible de lutter contre tout ça? Bah, ce que je trouve, c'est que si tu veux, il y a... En fait, c'est toujours le même problème. Ce gouvernement ces gouvernants contemporains cherchent à nous ravir l'espérance. Ils cherchent à nous dire, écoute mon choupinet, t'as pas d'autre choix que me suivre. Ton bonheur, c'est Tocqueville en fait. La démocratie en Amérique. Ton bonheur, il est dans mes règles. Je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, je vais bien m'occuper de toi. Fais-moi confiance, abandonne-moi ta liberté. Et je vais effectivement m'occuper de toi. Tu vas tellement être bien. Je vais m'occuper de tes loisirs. T'as un petit problème de gaz et d'électricité? T'inquiète pas, je te fais un chèque. Bon, en revanche, je te demande de pas te chauffer à plus de 19 et si t'es pas bien, je te file pas ton chèque. Ok. Je te ferme ta boutique? Ok. T'inquiète pas, je vais te faire un chèque. Mais finalement, le combat, il est double. C'est d'abord tourner son regard vers la flèche des cathédrales. J'ai l'habitude de dire que la dernière fois qu'on a fait société, c'est quand Notre-Dame de Paris a brûlé. Ou tout à coup, quand la flèche de cathédrale est tombée, la France s'est souvenue de l'âme des cathédrales. En fait, comme disait finalement le poète, on parle de l'âme des cathédrales. Et fondamentalement, elle s'est souvenue que nous ne venions pas de nulle part, la France. Et qu'au fond, notre horizon n'était pas seulement le dernier iPhone à la mode, que notre horizon n'était pas les allées du supermarché à consommer frénétiquement, mais que quelque chose d'autre nous portait. Et ce quelque chose d'autre, eh ben, c'est exactement ce dont les gouvernants entendent nous priver. Parce que si tu commences à tourner ton regard vers la flèche des cathédrales, c'est pas anodin si sous la Révolution française, Notre-Dame de Paris est devenu un grenier à grains. C'est pas totalement inutile de le rappeler. C'est parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a toujours une volonté, à un moment donné, de te faire croire que le seul horizon possible, c'est celui que ton gouvernement décide. Mais sauf que les États-Unis t'apprennent, moi j'y ai vécu, t'apprennent un truc, c'est que la première source de la liberté, c'est être capable de te protéger de ton gouvernement. Que le premier dont tu as à te protéger, c'est ton gouvernement. C'est tout, en fait. Que la première liberté, c'est être capable de prendre les armes contre ton gouvernement. Ça, en France, c'est pas audible. Mais les États-Unis se sont construits sur cette règle. Or, on peut pas d'un côté venir nous expliquer que les États-Unis sont le modèle de démocratie et qu'ils veulent imposer la démocratie à la force du canon partout dans le monde, et de l'autre, venir expliquer que ce serait totalitaristes. Le méchant, c'est Poutine, c'est pas Biden. Donc Biden, c'est un mec bien. Donc si c'est un mec bien, sa constitution est une constitution de mec bien. Or, sa constitution te dit que le citoyen doit apprendre à se protéger contre son gouvernement, premièrement. Donc déjà, ça te donne le ton. Donc non, le combat n'est pas perdu d'avance. Et deuxièmement, il faut surtout... Un autre élément, c'est avoir les pieds sur terre. Le regard tourné vers la flèche des cathédrales et les pieds sur terre. Les pieds sur terre, c'est aider les gens. Concrètement. Moi, tu sais, je suis effaré. Je tiens une permanence toutes les semaines. De gens qui ont besoin de moi pour un peu tout. Tout. J'ai des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, ce que tu veux. Mais le nombre de problèmes qu'on arrive à résoudre en 4 heures, j'ai été stupéfait. Le nombre de problèmes qu'on arrive à résoudre. Je veux dire, comment ça se fait que ces problèmes ne sont pas résolus? Comment je l'explique? Il y a un problème à un moment donné. Et ben tu vois, c'est ça. Faire société, ça a été de payer de mes deniers personnels des tests PCR au moment où les gens en avaient besoin.
Ça a été de payer dans le cadre de l'association des formations pour le personnel suspendu. Ça a été pour Claire, mon épouse, de se mettre à disposition des personnels suspendus pour faire une formation audiovisuelle et leur permettre de rebondir. C'est ça, faire société. Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Là où on confond quelque chose, c'est qu'on pense toujours que fondamentalement, il faudrait faire les choses à des échelles monumentales, nationales, même plus nationales, mais européennes maintenant, parce que la France est devenue une province de l'Europe, un département de l'Europe, et que si tu le fais pas au niveau européen, ça compte pas. C'est écrit où, ça ? Pourquoi tu penses que les Français ont une aversion pour la politique, mais que néanmoins le maire rural, le maire de commune, le maire de petite commune est celui qui est la personnalité politique des Français, préférée des Français ? Parce qu'il a le regard tourné vers la flèche des cathédrales et les pieds sur terre. D'accord, très bien. Alors, petite question qu'on me pose dans le chat, c'est demande-lui s'il est quoi. Est-ce que tu considères donc que le vaccin Covid n'est quand même pas l'exception aux autres vaccins pour des maladies relativement plus graves, à savoir si tu es anti-vax ou pas, selon tous les vaccins, spécifiquement pour lui. Ça dépend. Est-ce que vous êtes anti-antibiotique ? Est-ce que tu considères que l'antibiotique sauve des vies ? Non, mais c'est pas automatique. Mais c'est pas automatique. Bah voilà, t'as ta réponse. Bah voilà, je suis sympa comme garçon. Et voilà, t'as ta réponse en fait. Les antibiotiques, c'est pas automatique, et bah les vaccins non plus. Voilà. Tu sais, j'ai toujours dit depuis 1 an, moi, si ça plaît à la presse de me traiter d'antivax, qu'elle le fasse. Mon Dieu, je veux dire, j'ai pas à la priver de ce plaisir pour exister. Elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Je veux dire, n'empêche que j'ai dit, le vaccin, c'est un outil. C'est un outil. Point. Et donc, le problème, c'est d'en faire une baguette magique. Si vous en faites une baguette magique, il y a un mensonge. Si vous en faites un outil, ça m'intéresse. C'est un outil, mais c'est un outil qui, il faut qu'il soit adapté et il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Et j'ai passé mon temps à dire, bah tu vois, une épidémie, ça se gère avec une caisse à outils. Il va te falloir probablement un vaccin, mais il va te falloir peut-être des masques, il va te falloir des médicaments, il va te falloir en tout cas des consultations médicales, et il va te falloir de la prudence, de l'humilité. Et le vaccin est une solution, à condition de ne pas en faire un problème. Le paradoxe, c'est qu'on en a fait un problème. On me reproche d'en avoir fait un problème. Non, c'est les pro-vax qui en ont fait une religion. Moi, j'ai toujours dit, avec une clarté absolument constante, que le vaccin est un outil, que s'il est bien utilisé sur les bonnes personnes, eh ben pas de problème. Que vacciner les personnes âgées avec quelque chose de relativement cohérent, en fait. Vacciner des personnes fragiles avec quelque chose de relativement cohérent qui pouvait se discuter. Néanmoins, une vaccination avec une AMM conditionnelle de toute une population sans savoir où on va, c'était suicidaire. Suicidaire. Et que notant si effectivement l'immunité conférée par le vaccin était, comme on le pensait au départ, relativement brève. C'est tout. En fait, la vérité, c'est qu'on a fait de la communication, on a fait de la politique, mais on n'a pas fait de la science. Je me permets de te rappeler un exemple. Je ne sais pas si tu te souviens, non, tu te souviens peut-être pas, mais à l'époque du sida, oui. Il y avait la salpêtrière, Claude Even en particulier, qui est arrivé voir le ministre de la Santé de l'époque, qui avait dit, écoute, mon chéri, on a trouvé un remède absolument formidable, un truc de ouf, qui va, tu vois, le sida, c'est fini, c'est derrière nous, quoi. Ouais, ok. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on attend un peu ? Ou est-ce que finalement, on fait toute une conférence de presse ? Et comme il fallait damer le pion à Bott, on a fait une conférence de presse. Et le ministre a dit, traitement miracle, la salpêtrière, la France, la grande France, a trouvé le remède contre le sida. Et pendant qu'il parlait, les patients mouraient. Il est sorti de cette histoire une maxime en santé publique, c'est ce qui se passe quand le politique met sa main dans la culotte du scientifique. Et oui, la science et la politique n'obéissent pas à la même règle. Ici, on a fait de la politique, on n'a pas fait de la science. D'accord, très bien. Et alors, 2 secondes, je regarde juste. Donc du coup, on a fait un peu tout ça sur le Covid. Je veux répondre à un truc. Vas-y, réponds à un truc. Il y a quelqu'un qui dit, quand il parle, c'est tendancieux quand même. Parfois, on dirait qu'il pense que les vaccins conventionnels sont pas terribles et ça le décrédibilise. Oui, d'abord, j'ai pas dit ça. Non, d'abord, j'ai pas dit ça. Tu parlais de tous les vaccins alors que tu parlais peut-être celui du Covid. J'ai pas dit ça. D'abord, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'effectivement, et pour le coup, vacciner, y compris avec des vaccins non obligatoires, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai pas de problème à cette idée. Ce que je veux dire, c'est que
je m'interroge quand même sur le point de savoir si l'on peut, ça avait déjà été le problème avec H1N1, ça arrête le problème avec le Covid, et que si la question c'est les vaccins ont éradiqué des maladies, je répète, non. Les vaccins ont contribué à éradiquer des maladies. Et s'il n'y avait pas eu l'hygiène publique, les maladies auraient continué à prospérer. Et c'est là où je parle d'outils, en fait. C'est qu'il ne faut pas faire de dogme. Il faut avoir une humilité qui consiste à dire que la vaccination est bonne, mais qu'elle ne suffit pas. De la même façon, les médecins ne sont pas des distributeurs d'antibiotiques. Ils ne sont pas des distributeurs de médicaments. Et qu'un traitement est efficace à la condition d'être supporté par d'autres mesures. Que typiquement, je veux dire, tu prends n'importe quoi, par exemple, tu prends l'arthrose. L'arthrose va nécessiter des anti-inflammatoires, mais elle va peut-être nécessiter un changement d'hygiène de vie. L'obésité va nécessiter, le diabète va nécessiter évidemment que tu mettes des antidiabétiques oraux, mais va nécessiter aussi une reprise du sport, un changement d'hygiène de vie. Et c'est la même chose avec la vaccination. C'est tout en fait. C'est que je ne comprends pas pourquoi on a instauré dans la tête des gens que le vaccin était une baguette magique. Ça n'existe pas la baguette magique, premièrement. Et deuxièmement, quand tu dis ça, tu mens aux gens. Parce que du coup, tu relativises le risque d'une... le risque d'une insuffisance ou d'une inefficacité vaccinale. Le 100% n'existe pas. C'est ce qu'on cherche à faire croire aux gens, mais ce n'est pas vrai. C'est ce que je dis. Et bien sûr que si. Moi, en tant que provac, j'explique qu'il n'y a pas de 100% non plus. Donc, il y a pas. Non, mais ce que je cherche à dire, c'est qu'il faut rationaliser les choses, en fait. C'est tout. Réaliste, hein. Et que quand effectivement on dit personne n'a dit que c'est une baguette magique, mais enfin les gars, vous dormiez? Mais vous dormiez? Vraiment? Parce que, je veux dire, ça a exactement été dit. Si vous voulez, je vous retrouve les titres de presse où en Israël revit grâce au vaccin. Et vous avez Cyril Cohen, professeur en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv, qui a quand même été capable de dire sur tous les plateaux de France et de Navarre, le vaccin c'est magique. Vous les voulez ces phrases? Vous les voulez ces formules? Parce que je vous les ressors, ça fait 1 an et demi que je me bats contre elles. Moi, je passe pour l'antivax de service, alors que ça fait 1 an et demi que je fais de la science et de la prudence et du principe de précaution. Mais comme effectivement les médias sont trop cons, et une partie de ceux qui la regardent avec, du coup les nuances, c'est pas possible, quoi. Dans une société de Twitter, en fait, on a une société TPMP. Oui, c'est ça. T'es pour ou contre? C'est oui ou c'est non? Parce que tu vas souvent à TPMP du coup, alors c'est quoi ton rapport? Parce que tu as défendu justement TPMP, parce que tu dis on est dans une société TPMP, mais récemment, avec l'affaire Louis Boyard, tu as fait du coup des déclarations, façon de parler sur ta chaîne, où tu prenais la défense totale de Hanouna. Et je prendrai toujours la défense de Cyril. Toujours, d'abord parce que Cyril est un copain. Et les mecs qui disent, enfin t'es complètement con. Alors je vais vous dire un truc, hein. Les gars, les mecs qui disent t'es complètement con de défendre Cyril, chérie, je veux pas vous avoir comme ami, hein. Après, si c'est un ami, voilà, ça se comprend, quoi. Non, mais après, si c'est un ami, ça se comprend. C'est ce que je veux dire. C'est que si t'as donné une opportunité incroyable, que c'est un ami en plus de ça. L'opportunité, je veux dire, je m'en tamponne la cacahuète. Mais simplement, effectivement, Cyril est un mec bien, le mec qu'on appelle le mec bien. Alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, sauf que je voudrais savoir, sur les mecs qui sont pas d'accord, combien le connaissent. Il y en a un qui le connaît, moi. Donc c'est quand même intéressant. Parce qu'on a dit, ouais, mais tu trouves les mecs comme Nolo. Et putain, pour trouver des points d'affinité entre Nolo et moi, il faut chercher longtemps quand même. Hein. Il faut quand même chercher longtemps. Hein. Et pourtant, on était d'accord pour dire que tous ceux qui connaissent Cyril, tous ceux qui le connaissent, je veux dire, qui le connaissent intimement, je mets la prétention de le connaître intimement, j'exagère, je le connais un peu, enfin c'est ceux qui le connaissent le moins bien, l'ont défendu. Parce que c'est aussi le rôle d'un ami que de le défendre publiquement. En privé, ce qui se fait en privé, ça relève de lui et de moi. Ensuite, publiquement, j'ai quand même dit que son histoire de Mélenchon, là, de vendredi dernier, ça, il était allé trop loin. Oui, il a lynché Mélenchon dans une émission. Ça, il s'arrête pas d'ailleurs, hein, il continue, quoi. C'est l'entreprise de démolition. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Et je vais te dire, je l'ai dit cependant. La rancœur, quoi. Alors, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas dit publiquement avant de lui avoir dit en privé. Ce qui est normal, en soi. J'ai pas voulu, effectivement, clasher un mec. Enfin, je vais pas clasher, j'exagère. Mais dire ce que je pensais, effectivement, sans lui dire en privé. C'est tout. Moi, je pense que, oui, Louis Boyard a été un hypocrite. C'est évident. Évident dans cette affaire. Il a fait un coup. Je pense qu'il a oublié un peu vite le fait que Bolloré, c'est grâce à Bolloré qu'il a été élu, quand même, on va pas se mentir. Je veux dire, si je suis là ce soir, on va pas se mentir. Si tu me connais, c'est parce que Bolloré m'a fait connaître. C'est comme ça. Alors je m'en fous parce que moi, je veux dire, j'ai un boulot à côté et que je gagne ma vie suffisamment confortablement pour que j'en ai rien à foutre et que d'ailleurs si j'avais voulu me présenter aux législatives, j'y serais allé.
Mais le fait est que c'est comme ça. Je veux dire, maintenant, Boyard a... je pense que Cyril, en fait, a fait exactement ce qu'on fait tous. Il l'a expliqué, Bolloré est un ami. C'est un ami depuis longtemps de Cyril. Il a défendu son ami. Il l'a défendu maladroitement, peut-être. Il l'a défendu, c'est pas comme ça que j'aurais fait, sans doute, encore que. J'aurais peut-être fait pire, moi. Mais voilà, maintenant, deuxième élément pour cette histoire, et je termine là-dessus. Moi, je vais vous dire, j'aime bien quand les mecs ils s'engueulent. Moi, je trouve ça bien que des mecs s'engueulent. Putain, mais qu'on s'engueule, quoi. Ça fait du bien, oui. Qu'on se foute sur la gueule. C'est un peu la France, quoi. C'est les débats de l'époque. C'est pas la France, c'est pas la France, c'est la liberté. C'est aussi un peu la France, quand même. Je veux dire, les débats français, c'est aussi ça. On se tapait quand même beaucoup sur le coin de la gueule, ça s'envoyait des... Va en Italie voir un peu. En Italie aussi. Non mais je veux dire, c'est très... C'est les pays, bien sûr, aux États-Unis, ils sont plus sages. Mais je veux dire, si tu veux, ce que je pense, c'est que, au fond, et avec Bolloré, typiquement, moi j'ai fait une vidéo sur Bolloré, où j'ai expliqué les embrouilles de Bolloré. J'ai aucun problème à expliquer ça. J'ai expliqué, effectivement, et d'ailleurs j'ai même expliqué que Boyard avait tort, parce que dans l'affaire des Camerounais, il a été, pour l'instant, la justice est favorable à Bolloré. Pourtant, il y a une affaire dont je n'ai pas parlé, Boyard, c'est la corruption au Burkina Faso, je crois, et non, au Togo et en Nouvelle-Guinée, où là-dessus, il va se faire tabasser par la justice, en fait. La justice française. Puisqu'il a reconnu des faits de corruption, en fait. Mais ça, donc personne ne peut me taxer, en fait, de pro quoi que ce soit. C'est les abrutis qui font ça. Parce que c'est bien, c'est important de nourrir, effectivement, la clameur publique. Mais cependant, moi je suis hyper favorable au débat. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Cyril. Je ne suis pas d'accord avec l'assassine de l'Arcom. Il faut qu'on arrête d'aller voir papa et de pleurer dans les jupes de papa. Oui, c'est un peu à chaque fois qu'il y a un problème. Putain les gars, foutez-vous sur la gueule et arrêtez de vous comporter comme des gamins. Moi je suis de l'époque des droits de réponse, quoi. Je suis de l'époque de Polak. Et moi j'ai mis sur Twitter, c'est intéressant, j'ai balancé sur Twitter les images de Polak, droit de réponse. Tout le monde a été horrifié, mais enfin vous vivez dans quel monde? Est-ce que la démocratie des années 80 était franchement plus pourrie que celle qu'on vit aujourd'hui? Et à l'époque, personne saisissait le CSA en train de chialer. Enfin merde, quoi. On est dans une société où on peut plus rien dire. Moi, j'ai plus le droit de rien dire, sinon je suis poursuivi par l'ordre. Attention, hein, pas sur le fond, hein, sur la forme. Hein. Vous avez dit merde, hein. Les avocats, ça n'a pas le droit de dire merde. Hein. Par contre, les avocats, ça a le droit de fermer sa gueule quand on a des libertés publiques qui sont atteintes. Non mais faut arrêter les conneries, les mecs, quoi. Je veux dire, et Hanouna qui est Hanouna. Bon, on n'a pas demandé à Cyril Hanouna. Enfin, pardon, je crois pas. Et si venir, je vais révéler un secret. Bah, tu m'excuseras, Cyril. La comédie, hein, je suis désolé. Mais je ne crois pas que Cyril, effectivement, soit sorti major de promo de l'ENA et soit journaliste sur LCP ou Public Sénat. Par contre, il a fait une vraie belle carrière, quoi. Il a fait une putain de carrière, le mec. Malgré tout, quoi. Je veux dire, il a fait. Malgré tout, c'est vrai que c'est un méga animateur. Quand vous aurez fait, non mais c'est parce qu'il a fait une putain de carrière qu'il est aussi clivant. Tu peux pas faire de carrière aussi, voilà. Je veux dire, et alors, ce qui me fait marrer, c'est ça, c'est que à un moment, c'est Polak, c'est pas moi qui le dis, c'est Yann Moix qui le dit, TPMP, c'est l'héritier de droit de réponse. J'aurais pas trouvé meilleure formule. Moi, j'en ai rien à foutre quand j'y vais. J'ai des choses. Ceux qui m'ont vu, savent que avant de me faire taire, il faut se lever quand même. Donc moi, quand j'ai des problèmes, je les résous, et quand ça me saoule, je me casse. Et le lendemain, je reviens, parce que du coup, je reviens si je peux m'expliquer. Et j'ai marqué des points dans cette émission. Comme jamais personne, parce que j'ai compris comment ça fonctionnait. Oui, ça c'est tout. C'est vrai que j'ai compris les règles. On peut dire que tu sais faire le show aussi. Hein. Il y a un côté, voilà, c'est l'homme de spectacle aussi d'une certaine manière. Et après, un avocat, c'est aussi un peu théâtral quelque part dans la plaidoirie. Et puis c'est le deal. Le deal, c'est que je suis pas complètement con. Hein. J'étais là pour le show et j'étais là pour le buzz. Parce que en fait, pourquoi il m'a invité? Alors, c'est devenu un copain, c'est une chose, mais il m'a invité. Base, en fait, mais pourquoi est-ce qu'il m'a invité? Parce qu'en fait, je disais la même chose qu'un certain nombre de personnes, mais il y a un truc qui est marrant sur le chat, ces droits de réponse, les chroniqueurs d'Hanouna ressortent pas vivants. C'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. C'est assez juste pour le coup. Mais après, moi j'ai reçu pas mal de gens qui sont passés chez Hanouna, c'est intéressant quand même, hein, entre Anis, etc. Mais si tu veux, moi évidemment j'ai une personnalité qui va exactement avec le format de l'émission. Parce qu'on est pareil en fait, Cyril et moi, on est pareil. On est pareil. C'est ça qui nous a fait nous rencontrer, qui nous a fait beaucoup rire, lui et moi, c'est qu'on est pareil. Alors je vais te dire, honnêtement, Cyril n'a pas besoin de moi pour le défendre. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah mais j'imagine bien, oui bien sûr, c'est sûr et certain. Après, je peux comprendre l'amitié qui vous lie. Alors, tiens, en parlant d'amitié,
en parlant d'amitié, justement, il y a un personnage qui est assez sulfureux que tu soutiens aussi beaucoup, dont tu parles beaucoup, c'est Idriss Aberkane. Ouais. Idriss Aberkane, au parcours incroyable ou pas, ça va dépendre pour qui et selon, selon les. Alors là-dessus, je n'ai aucune réponse. Façon de parler, tu vois. Mais je veux dire, du coup, véritable ami, du coup. Parce que c'est un personnage qui est sulfureux pour beaucoup de gens. Donc, voilà, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Le privilège de la notoriété, c'est que tout à coup, t'as plein d'amis. C'est pas faux. Tu vois. Bah, la preuve, c'est que je vous ai là. Voilà. C'est le privilège de la notoriété. C'est tout, hein. Le privilège de la notoriété, c'est que t'as plein d'amis. Jusqu'ici, t'étais le même mec, mais tout le monde s'en foutait de ta gueule. Et un jour, tu passes sur, tu fais effectivement, t'es chez Hanouna. Bah, tout à coup, effectivement, tu deviens le pote de tout le monde. Moi, j'ai des mecs qui je me suis frité depuis 30 ans, quoi. J'étais pote avec des mecs depuis 40 ans. Je sais pas pourquoi, un jour, on s'est frité. Pendant 20 ans, on s'est pas parlé. C'est marrant, le mec, il a retrouvé mon adresse pour me demander un selfie, quoi. Tu vois ? Déterminé, c'est bien. Bon, non, c'est pas, voilà. Si tu veux, moi, en fait, je vais te dire un truc. En fait, je m'en tamponne la cacahuète. Je m'en fous, mais un point. Je veux dire, moi, je m'en fous, mais un point. Parce que moi, j'ai une carrière derrière moi, quoi. Je veux dire, j'ai pas attendu. Enfin, ok, je suis passé chez Hanouna. Ok, j'ai 250 000 abonnés sur Twitter. J'en ai plus que le Premier ministre. C'est pas très compliqué, remarque. Mais et après, ça me rapporte quoi ? Ah bah c'est sûr que oui, ça amène une influence tout de même. Ça amène une forme de pouvoir, comme tu dis justement. Avant, tout le monde s'en foutait de toi. Aujourd'hui, tu es quelqu'un. Tu es Fabrice Divisio. Tu vois, enfin. Tu es forcément. Non. Bah, j'ai si. pas dit ça. Bah, tu dis qu'est-ce que ça m'apporte ? Non. J'ai dit que aux yeux de ces gens, tout à coup, j'existe. Oui. Mais moi, j'existais avant. Ça change pas grand-chose au niveau de ton être, mais tu Ah. pourrais très bien profiter de cet ascendant. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi faire ? Je dis pas que toi tu le fais. Je dis que certains le font. Donc ça fait partie des pouvoirs, on va dire. Non, moi, ce qui me saoule en fait dans cette histoire, c'est un truc bizarre, la notoriété en fait. Oui. Tu sais pas d'où elle vient, tu comprends pas pourquoi. Oui, c'est pas forcément légitime, en fait. Tu te sens pas légitime, on va dire. Bah, c'est pas un problème de légitimité, c'est pas parce que j'ai fait le con chez Hanouna pendant un an que tout à coup, ça fait de moi quelqu'un de je sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que le journaliste qui m'appelle l'autre fois pour me demander c'est quoi votre avis sur le conflit. Oh non, c'est pas ça. Il m'appelait, c'est un mec de Libé. Il m'appelle et il me dit oui, vous êtes pro-Poutine et je voudrais savoir pourquoi. Moi, je suis pro-Poutine. Putain, j'ai appris un truc. J'ai dit oui, pourquoi ? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi ? Enfin, comment ? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai pas compris. Oui, vous avez dit qu'effectivement, la guerre, c'est toujours les populations qui la subissaient. Ouais, j'ai bien dit ça, ouais. Et qu'il fallait privilégier les accords de paix. Bah oui, j'ai bien dit ça. Et donc ça fait de moi un pro-Poutine parce que j'ai dit que la paix était préférable à la guerre. Oui, mais vous niez l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais j'ai dit ça quelque part. Bah non, mais vous le sous-entendez. Oh putain. Si maintenant on s'intéresse même plus à ce que je dis, mais à ce que je sous-entends, on n'a pas fini, hein. Oui, ça c'est dangereux par contre. Voilà. Voilà. Je suis devenu un pro-Poutine alors que je l'ai jamais ouvert sur cette question. J'ai juste dit que peut-être que Zelensky est pas le héros qu'on nous promet et que Poutine n'est pas le diable qu'on nous promet. Point. Et qu'après ils se démerdent entre eux. Et que moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on évite de tomber dans une catastrophe nucléaire qui nous pendait au nez. C'est tout. Après, point. Pareil, l'autre fois, je sais pas ce que j'ai dit. Il y a ah oui, c'était sur EDF. Il y a un journaliste qui m'appelle qui me dit oui, qu'est-ce que vous pensez d'EDF, machin, de la pénurie ? Rien. Je pense que c'est toujours les mêmes qui vont se le prendre dans la gueule, quoi. C'est tout. Les moins riches, effectivement. C'est comme ça. Et ça me saoule que ce soit toujours les mêmes. Mais moi, et donc, je sais pas pourquoi, tout le monde pense que parce que tout à coup, j'ai une notoriété, je suis censé avoir un avis sur tout. Bah non. Oui, ça c'est un problème. Je connais la même chose. On me demande souvent des fois. Je dis, je sais pas ce que j'en pense. Ah oui. J'en pense pas grand chose. Alors on me pose une question aussi. Pense-t-il qu'il y a un conflit d'intérêts entre les bénéfices moraux de la pandémie, c'est-à-dire orienter l'opinion publique, et Heiko van der Leyen, qui est directeur médical de la société biotechnologique américaine Orgenesis, spécialisée dans les thérapies cellulaires et géniques. Plus globalement, excusez-moi, ne pense-t-il pas que la pandémie fait partie du plan de soumission. Ah bah c'est quand même très orienté la fin de ta question. Je suis sectaire, mais comme je suis sectaire et complotiste, la réponse est forcément oui. Alors jusqu'ici, j'ai toujours eu l'habitude de dire, je suis la branche soft du complotisme. D'accord. C'est un peu comme, si tu veux, il y a le FLN Canal Historique, voilà, c'est un peu l'idée de la branche soft du complotisme. Finalement, je suis en train de basculer dans la branche dure avec leur connerie là. D'accord. Parce que comme on nous prend pour des cons et que ça finit par se voir, ça commence à me saouler, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Van der Leyen,
Bon, les vaccins ont été négociés en Europe par un mec, par la Task Force européenne. Donc quand même, le mec principal était suédois. Et c'est un mec qui, comme par hasard, avait comme client, enfin pas comme client, mais qui bossait pour Pfizer et pour les labos. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Van der Leyen, elle a qu'à nous balancer les SMS qu'elle a échangés avec Bourla et on en reparle. Mais tant qu'on n'a pas les SMS, tout est permis. Et tout est permis. Voilà. Deuxième élément, sur la soumission. Ben, il y a une question intéressante. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La technologie, elle est utilisée. Aujourd'hui, on le voit bien, pour soumettre les populations. Le passe carbone, c'était il y a un an du complotisme. Ça l'est toujours ? Oui, ça l'est toujours. Ah, ça l'est toujours. Bah oui, ça l'est toujours parce que LCI a débunké, m'a débunké d'ailleurs, parce que j'ai juste dit, regardez, en Suède, ou je sais pas où, il y a un passe carbone. Alors LCI, les fameux fact-checkers d'LCI, ont cru devoir dire Divisio raconte n'importe quoi, parce que c'est pas obligatoire. Non mais ta sœur, c'est pas obligatoire. Évidemment que c'est pas obligatoire, tête de nœud. Je veux dire, évidemment que c'est pas obligatoire. Mais d'abord, j'ai jamais dit que c'est obligatoire. Et ensuite, très concrètement, c'est le premier pas. N'empêche que c'est toujours complotiste de dire qu'au Sri Lanka, ils avaient un passe carburant. C'est toujours complotiste de dire que maintenant, depuis un moment, on entend partout la même phrase. Il va falloir raisonner en empreinte carbone. Vos achats en empreinte carbone. Comment on nous prend pour des cons de surveillance, de loisirs. Alors attends, on va aller plus loin. Quand le GIEC, pour le climat, vient en 2020 publier un rapport dans lequel il dit que le Covid, on ne pensait pas que les mesures Covid seraient aussi facilement acceptées, il n'est pas le seul, et que concrètement, du coup, on croit en la science et que c'est rassurant parce que du coup, pour le climat, c'est rassurant de constater que ces mesures scientifiques pourront être adoptées. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est pas du complotisme ? C'est pas de la soumission ? Bien sûr que oui, il y a un plan qui est un plan de soumission, parce que ça va quand même beaucoup plus vite d'avoir des gens qu'on peut contrôler plutôt que des gens qui se rebellent. Et quand effectivement tu viens tabasser les gilets jaunes en France, tu le fais pourquoi ? Juste pour t'amuser ? Tu viens les dissuader de recommencer. C'est ça que tu fais. Bien sûr, ça là-dessus je suis d'accord. Mais toi tu penses une soumission totale quelque part vraiment enfin comment tu... Je pense qu'en fait... Précise ton je propos. pense sur... Non, pas que ça passe je pour pense un surtout... truc, Mais de toute façon, je suis complotiste et sectaire, donc ça propos de complotiste sectaire. Arrête, bah, Fabrice. c'est vrai. Non, tu abuses, Fabrice. Je vais être obligé de faire mon Hanouna, moi aussi, hein, parce que je suis un peu la je suis de complotiste game, et sectaire, donc bon. Je veux dire, mais donc bon. Non, mais je pense que évidemment, que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des peuples dont on peut obtenir ce qu'on veut, avec des mesures à pas cher, plutôt que de devoir effectivement derrière s'amuser à venir négocier avec les uns, avec les autres, machin. C'est tout, c'est normal. D'accord, très bien. Et alors du coup, donc Aberkan, un ami, tu le connais depuis combien de temps Aberkan pour Aberkan, un ami. Aberkan, je le connais depuis 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Ah oui, donc en fait, c'est connaissance quoi. Oui, en fait, Aberkan, je l'ai connu uniquement en fait au moment du débat Blachier Aberkan, quoi, j'avais organisé. D'accord, donc c'était vraiment c'est amusant. C'est amusant. Cyril, je le connaissais pas il y a 1 an et demi. Hein. TPMP, je l'ai jamais regardé. Hein. Je savais pas qui était Cyril Hanouna, moi. Hein. En fait, c'est un milieu que je ne fréquente pas. Oui, Idriss, c'est un type très bien. J'ai appris plus tard qu'il était conférencier et que je suis allé voir sur sa chaîne ce qu'il faisait. Voilà, moi, tu veux, c'est des gens que je connais pas, en fait. Florian Philippot, je le connaissais pas, en fait. Je savais qu'il était vaguement numéro 2 du Front National, mais j'ignorais totalement qu'il avait créé son parti. Par exemple, en fait, je ne le savais absolument pas, tout ça. D'accord. Et du coup, le fait qu'il soit très contesté, enfin, certains disent qu'Aberkan serait un charlatan, par exemple, etc. Ça, ouais, on dit de moi aussi, non ? Oui, donc ça te dérange pas. Mais après, je comprends. On dit effectivement, on m'en fout. Je veux dire un truc. Effectivement, on dit que c'est un charlatan. Ça dépend. Vu les mecs qui le disent, je pense que du coup, ce mec est hyper brillant et qu'il doit être encore plus diplômé que ce qu'il dit. Ah, d'accord. T'aimes bien pousser les potards. Et du coup, tu penses quoi de la zététique sur Internet, si tu connais un petit peu ? Parce que c'est eux qui le critiquent. Zététique, ça rime avec moustique. Et les moustiques, on en fait quoi ? D'accord, donc on est clair là-dessus. Donc on les écrase, semblerait-il. Est-ce que Divisio peut officier dans un pays différent ? Est-ce que tu peux officier dans d'autres pays, justement ? Tiens, bonne question. Ah oui, je suis avocat à Rome. D'accord, donc Rome, aux États-Unis aussi, t'avais un... Ouais, aux États-Unis, mais aux États-Unis,
Aux États-Unis, cette bande d'enfoirés, j'étais en train de passer, parce que j'ai un cabinet sur place, parce que j'ai un associé sur place, j'étais en train de passer mon barreau américain, le barreau de Los Angeles, cette bande, bref, et j'ai pas pu le passer parce que j'ai pas pu y aller, et maintenant il veut pas me rembourser. D'accord. Ah, il va pas te rembourser. Il est américain, quoi. Ça coûte combien, américain, quoi. Ça coûte combien là-bas? $7 500. 7 500 $. Oui, ça a un petit coup, quoi. Je comprends. Ouais. Je comprends bien. Ok. Et du coup, le phénomène des gilets jaunes, pour toi, c'est quelque chose qui est mort ou pas? Parce que... Les gilets jaunes, c'est intéressant. Parce que ça prouve une chose, les gilets jaunes. C'est qu'il faut toujours du temps à des gens pour se réveiller. Et je parle de moi ici. Les gilets jaunes, quand moi, ça me concernait pas. Je veux dire, soyons clairs, le prix de l'essence, je m'en fous un peu en fait. Le coût de la vie, je m'en fous un peu. Et donc, quand les gilets jaunes manifestaient, je comprenais pas ces manifestations et ce que je trouvais, c'était juste que c'était des emmerdeurs qui faisaient chier tous les samedis. Mais c'est intéressant. Réflexion de bourgeois classique à la base. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, je le dis avec, non, mais je le dis avec, je le dis avec beaucoup de simplicité et de vérité, pour finalement me rendre compte qu'ils ont été les précurseurs de quelque chose. Pour finalement me rendre compte qu'au fond, ils avaient intuitivement senti quelque chose qui finalement était la logique qui ensuite est en train de se décliner aujourd'hui. C'est quoi? C'est une logique de lutte des classes, c'est une logique, au fond, de privilégiés et de sous-citoyens, c'est une logique de si t'es dans le camp du bien, t'as tous les droits, si t'es dans le camp du mal décrété par le gouvernement, on te tabasse, ou symboliquement, ou réellement. Et en fait, ils avaient ce privilège d'avoir soulevé des questions sociales, les premiers, ils l'ont payé au prix fort. Et en fait, comme quoi, en fait, tant qu'on n'est pas concerné par quelque chose, c'est compliqué, en fait, de s'intéresser. Il faut être honnête. Je veux dire, moi, voilà. Et donc, ça prouve quelque chose sur le plan social. C'est qu'au fond, tant qu'on n'est pas concerné par quelque chose, on s'y intéresse pas. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Et la religion, pour toi, ça a quelle importance, finalement? Parce que t'en parles quand même beaucoup. Tout à l'heure, t'en parlais au niveau de voilà, la communauté, etc. Donc, La religion, je sais pas ce que c'est. C'est un peu comme si il y a beaucoup de monde qui me demande le mariage, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je pense du mariage? Absolument rien. Non, ça non plus. Moi, j'ai rencontré... Moi, je suis chrétien parce que j'ai fait une rencontre personnelle, celle dont parle Gad Elmaleh, par exemple, en ce moment. Cette rencontre, je l'ai faite. Cette rencontre qui préside à toute vie, qui est le premier grand amour de ma vie, qui est le Christ. C'est comme ça. Quelque chose que je n'impose absolument à personne, en fait. Mais il n'y a pas de prosélytisme. C'est juste... J'en témoigne même pas, d'ailleurs. C'est juste ce qui me fait vivre. De la même façon que je ne suis pas marié au mariage, je suis marié à à l'amour de ma vie, qui est clair, qui est vraiment, dont les mots manquent pour en parler. Et c'est tout, en fait. Il y a ces deux grands amours de ma vie, que sont le Christ d'un côté, véritablement, avec une réponse à cet amour qui est très parcellaire, très compliqué, très infidèle. Et de l'autre, cet amour incroyable de ma vie qui est clair, et pareil, même remarque, avec une réponse à cet amour très compliqué, très difficile. C'est tout, en fait. D'accord. Et cette rencontre avec Dieu, du coup, même si t'en parles jamais en principe, comment ça s'est passé pour toi? C'est simple, en fait. Moi, je me suis converti le 6 septembre 1995 à un enterrement d'une nana avec qui je sortais à l'époque, enfin pas d'une nana, mais de son père, en l'occurrence. Et en fait, c'était assez incroyable parce que il s'avère que cet homme est mort brutalement, en fait, d'une embolie pulmonaire massive. Et il s'avère que quand il est mort, moi j'étais chez cette nana, elle était au son chevet à l'hôpital et elle nous a annoncé sa mort, donc à sa mère et à la famille. Donc j'étais là, en l'occurrence, par téléphone, et j'ai vu cette femme, donc la veuve, s'effondrer dans mes bras avec ce visage, on peut imaginer, totalement décomposé. Bref. 6 jours plus tard, à l'enterrement, ce que j'ai constaté, qui m'a frappé, déjà première chose, c'est le nombre de personnes qui avaient dans cette église. L'église était pleine à craquer. Et c'est un problème parce que cet homme, c'était personne, quoi. C'était un type qui était conseiller financier à peine au Crédit Lyonnais. Le truc qui a que des dettes et pas d'argent, quoi. Donc, et du coup...
un anonyme. Et les gens sont venus, tu demandes un peu pourquoi vous le connaissiez. Ah oui, je l'ai croisé une fois, et tu viens à son enterrement. Il dit non, mais il a laissé quelque chose, il m'a vraiment. Il a laissé quelque chose. Un type qui laisse une empreinte, quoi. Et là, tu te dis, putain, il y aura combien de personnes à mon enterrement, moi Et deuxième chose qui m'a frappé, c'est le visage de cette veuve qui a été complètement transformé, où il y avait quelque chose de profondément lumineux, à la fois une grande souffrance et en même temps une souffrance transcendée. Bon. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est l'homélie, tu vois, sermon du prêtre, le plus court que j'ai jamais eu. D'abord, il y avait 12 prêtres pour célébrer, et dont le célébrant principal était trop ému pour célébrer, donc c'était bon. Et dans l'homélie, je me souviendrai toute ma vie de ce qui a été dit. Il a été dit, vous voyez, moi je suis allé voir Gilbert, donc c'était cet homme sur son lit de malade quelques jours auparavant. Il était dans une révolte en disant, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? En quoi ai-je démérité? Enfin, tout ce qu'on peut dire habituellement. Et il dit, comprenez bien que je n'ai pas de réponse à la question. Bref, la veille de sa mort, j'y retourne. Et il me dit, ah bah écoutez, j'ai trouvé vous imaginez pas, j'ai trouvé complètement transformé. Bah, c'est évident, j'ai la réponse. Ah, bah si vous l'avez, donnez-la moi, parce que moi je l'ai pas, quoi. Et il dit, hier, mon fils est venu me voir, et il était pas bien. Et je l'ai interpellé, je lui dis, mais qu'est-ce qui te tracasse? Et puis finalement, à la fin, il a fondu en larmes en me disant, je veux pas que tu meures. Et quelque chose du plus profond de ce que j'étais est sorti avec une colère en lui disant, mais enfin tu es fou, je suis ton père. Que je vive ou que je meure, je t'abandonnerai jamais. Un père n'abandonne jamais son fils. Et il dit, et tout à coup, je me suis souvenu du Dieu Père. Et le prêtre de conclure en disant, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Dieu est père et un père n'abandonne jamais son fils. Et tu vois, ce truc, je me suis dit, si ce truc est vrai, il y a de quoi changer ma vie, pour faire simple. Et j'ai pas voulu adhérer à cette idée trop vite. J'ai dit, bon, pour que je puisse y adhérer, ça suppose une chose, c'est que ma raison puisse l'atteindre. Si ma raison ne peut pas atteindre, alors c'est qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que j'ai commencé un cycle, en parallèle de mon droit, j'ai commencé un cycle en métaphysique, en fait, et en gros en métaphysique, ouais, en logique, sur la connaissance rationnelle de Dieu chez Aristote, en fait. Et puis voilà, en fait, c'est comme ça qu'ensuite j'ai découvert que finalement la foi et la raison étaient unies, et il y a eu vraiment cette véritable rencontre qui s'est opérée et qui a changé tout le cours de ma vie, puisque du coup j'ai prolongé mon parcours en philo, je l'ai poursuivi par un parcours en théologie, après j'ai fait de la logique, puis de la philosophie politique, puis de l'éthique, puis voilà, en gros ça a complété mon parcours, voilà, c'est tout. Voilà. D'accord, donc véritable rapport avec Dieu. Est-ce que tu te vois comme un traditionnaliste ou pas aujourd'hui? Est-ce que tu as une pratique plus rigoureuse ou pas du tout? Je sais pas ce que c'est un traditionnaliste. Si la tradition c'est ce qui se transmet, alors oui, je suis un traditionnaliste. Tradition, tradérer, c'est ce qui se transmet. Et je pense qu'on est tous dans une situation où on est un problème aujourd'hui, on devrait tous être des traditionnalistes. Parce que la tradition, qui est souvent péjorative, c'est précisément ce qui se transmet. Ce qui se transmet, tu n'es pas juste le produit du hasard. Tu es le produit d'une histoire, tu es le fruit d'une histoire. L'histoire de tes parents, de tes grands-parents, de tes grands-parents, d'une civilisation dans laquelle tu vis, qui s'adapte et qui change. Il n'y a pas de problème, c'est pas l'idée. Il ne s'agit pas de rester enfermé, mais néanmoins, tu n'es pas un accident, tu es un accomplissement. On n'est pas des accidents de l'histoire, on est des accomplissements de l'histoire. Et donc si on est des accomplissements de l'histoire, c'est qu'il y a une histoire. Et s'il y a une histoire, c'est donc qu'elle se transmet. On voit qu'il n'y a rien de plus terrible, par exemple, que les accouchements sous X, qui font beaucoup de débats, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si aujourd'hui, en ce moment, on voit que le droit à la connaissance des origines, que si on ne sait pas d'où tu viens, bah, ça empêche de savoir où tu vas. Que c'est le drame de ces enfants nés sous X et qui ne savent pas quels sont leurs parents, qui ne savent pas effectivement qui ont été leurs parents biologiques. C'est absolument terrible. Parce que, en fait, la mémoire de l'homme, on voit par exemple le drame que représentent les pathologies dégénératives, la maladie d'Alzheimer. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie qui te coupe de la mémoire. Et on voit que quand tu es coupé de la mémoire, eh bien ça devient quelque chose d'absolument terrible. Au fond, tu ne te souviens plus. Pour te souvenir, il faut te rendre compte que tu es le produit d'une histoire. Et donc en cela, oui, je suis traditionnaliste. Si c'est ça être traditionnaliste. Si être traditionnaliste, c'est rester arrêté à une époque et refuser de considérer que, au fond, le monde dans lequel je vis a changé et qu'il s'agit d'évoluer avec lui, alors non, je ne le suis pas. D'accord. Mais pour autant, si le monde que j'ai... Il y a toujours un socle. Le monde dans lequel je vis
étant le produit d'une histoire, est-ce qu'il y a une intangibilité et est-ce qu'il y a des choses qui sont inamovibles? C'est la grande question en fait. Tu vois? Très bien, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que oui, tu mets quand même. Enfin, t'as un bon discernement. En gros, t'as pas de chapelet, j'imagine, mais voilà, t'as une foi indécrottable en Dieu parce que c'est voilà, quelque part quelque chose qui t'a touché et tu gardes un certain lien avec les racines, et ça je l'entends. Merci à Koug. C'est surtout que. Mais vas-y. Il y a une vraie question qui se pose. De qui est-ce qu'on est le disciple? Est-ce qu'on est des disciples? En quatrième année de philo, la quatrième année de philo, il y a une année, alors Claire a été prof, a été prof en philo, prof à la fac, mais en quatrième année, moi ça m'avait frappé, tu as la TMD, la transmission de maître à disciple. Est-ce qu'on est des disciples ou pas? Et si on n'est pas des disciples, bah alors c'est qu'on est des maîtres. Est-ce qu'on est une société? Est-ce qu'on est des disciples ou est-ce qu'on est des maîtres? On pourrait être aussi des vagabonds, tu vois, des sortes de vagabonds de la connaissance pour certains, d'autres alors, si on est des vagabonds, disciples, si on est, des maîtres. Alors, si on est des vagabonds, on n'est pas une société. Parce que ça veut dire qu'on va pas tous dans le même sens. C'est possible. Et si on va pas tous dans le même sens, il n'y a pas de société. Société d'individualisme, je pense que ça forme beaucoup de vagabonds, même de la pensée. Bah si, oui, mais une société d'individualistes, c'est pas une société, puisqu'une société se nourrit de la communauté, le bien commun n'est pas la somme des biens individuels. Là-dessus, je pourrais te rejoindre, mais malheureusement, ils veulent faire société avec des gens très individualistes aujourd'hui, qui s'individualisent par le fait d'un marché qui leur propose des choses. Non, pourquoi non? Non, ils veulent pas faire société. La société, ça n'existe plus. La société, c'est la communauté de destin. Nous n'avons plus de destin commun. La nation, quand tu prends Ernest Renan, la nation chez Ernest Renan, c'est pour ça qu'il a beaucoup insisté sur l'autodétermination des peuples. Chez Ernest Renan, la nation, c'est l'homogénéité de la communauté. Une communauté suffisamment homogène pour vivre ensemble. Est-ce qu'on a encore une homogénéité? Aristote l'aura dit différemment en parlant de la communauté de destin, mais est-ce qu'on a encore un destin commun? Eh ben, je crois pas. Je crois que ce que ces gouvernants depuis des lustres maintenant, alors bon, ça remonte beaucoup plus loin, mais je veux dire, se sont évertués à faire, c'est à tuer la notion de communauté de destin. C'est tout. Je suis d'accord, mais regarde, par exemple, là, il y a Péno qui nous rejoint, donc un jeune youtubeur très connu désormais sur la plateforme. Et on fait partie de ces gens un petit peu, on pourrait paraître des sortes d'individualistes suprêmes, un peu nihilistes ou misanthropes, mais en fait, on est avec justement ces racines. Et moi, j'ai l'impression qu'on vit encore en société. Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'es pas individualiste, la preuve, c'est que t'as une communauté. Bien sûr, bah moi je m'évertue à ça, parce qu'il y a une transmission, justement, comme tu dis. Après, elle est pas mystique à mes yeux, elle est sociale. Tu vois. En fait, on s'en fout qu'elle soit mystique ou pas. Et c'est pas ça le débat. Façon de parler. Et effectivement, qu'à un moment donné, il y a... En fait, c'est parce qu'on se trompe. En fait, tout le monde se trompe sur le sens des mots. Aristote te dit que tu définis mal, t'appréhendes mal le réel. C'est exactement ça, en fait. Tout le monde conçoit dans la notion de maître le type qui écrase. Parce qu'en fait, on confond l'autorité et le pouvoir. Le maître n'est pas celui qui a un pouvoir, c'est celui qui a une autorité. C'est pas la même chose, en fait. Et pour le coup, le truc, c'est que le maître est celui qui sert. Moi, j'ai ce problème-là depuis 2 ans, si tu veux. Je suis allé en manif, et ça a un peu frité avec Philippot sur ce terrain-là, qui n'a pas compris ce que je voulais dire. Mais par exemple, dans les grandes manifs Trocadéro, les gens moi, je monte sur un podium, les gens commencent à m'applaudir. Je prends le micro, je leur dis, mais vous êtes tous malades, en fait, c'est ça votre problème. Vous êtes tous dingos. Il y a un mec que vous connaissez pas, qui arrive sur un podium et vous commencez à l'applaudir et vous vous demandez d'où viennent les emmerdes. Bah là, vous avez tout trouvé. Hein. L'idolâtrie. Vous avez besoin à un moment donné d'un gourou, d'un leader. Je suis pas ça, moi. Je suis pas ça. Moi, je suis ni gourou ni leader, moi. Je veux dire, j'arrive même pas à lider mon chien, alors je vais dire avant de guider les gens. Mais non, la vérité, c'est que le maître est celui qui transmet ce qu'il sait. Il a le fruit de ses expériences, de ses erreurs, et rien d'autre, en fait. Ça n'est pas un super power, ça n'est pas Flash Gordon, ça n'est pas qui tu veux. Et en cela, la transmission, elle suppose d'abord d'être, au fond, le dernier avant d'être le premier. C'est ça la clé. D'être le serviteur. Si tu veux être maître, il faut être serviteur. Sinon, ça marche pas. Il n'y a pas de maître sans service. Et c'est exactement ce que je m'évertue à essayer de dire depuis 2 ans. C'est pour ça que cette association est importante pour moi. C'est pour ça que c'est important de recevoir les gens tous les vendredis, d'essayer de transmettre ce que je sais, pas forcément grand-chose, mais au fond de se mettre au service des gens. Il n'y a que comme ça que tu peux être maître, parce que sinon, ça marche pas, quoi. C'est tout.
D'accord, donc pas de maître sans service et humilité finalement. Alors, petite question du chat qui disait, puisqu'il parle de religion, est-ce qu'il pense qu'il y aurait une opposition binaire entre les forces du bien, les forces du mal, le satanisme, tout ça? Bah, en fait, c'est intéressant parce que diable, ça veut dire diable en grec, c'est diabolos. Diabolos, c'est le diviseur. C'est celui qui divise. Pourquoi est-ce que finalement on n'est pas aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une division? Est-ce qu'on a, enfin tout le monde voit bien qu'on a quand même une œuvre aujourd'hui qui est une œuvre des ténèbres contre la lumière. Appelle-les comme tu veux. On est pas en train de vivre une division. Non. On est en division, je sais pas, mais une division en tout cas c'est certain. Mais c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à un moment, on a... Alors c'est cette phrase que je vais pas galvauder, mais de Bernanos qui écrit un truc dans La France contre les robots qui est intéressant sur la vie intérieure. En fait, il dit qu'en fait, la société moderne, pour faire simple, est un complot, dit-il, je vais te lire la phrase exacte, contre toute forme de vie intérieure. Voilà, il dit que, pour faire simple, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. C'est très clair, si tu veux. Tiens, c'est moi qui le dis, et il faudrait relire La France contre les robots de Bernanos. Pourquoi ce serait si clair que ça? Dans l'idée, pourquoi ce serait forcément un complot finalement contre toute vie? Parce que, en fait, ce qui caractérise l'homme, c'est la notion d'animal raisonnable. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est précisément la raison. Aristote et Platon l'a dit aussi différemment, mais au fond, l'homme, c'est Socrate en fait qui en parle beaucoup, l'homme est un animal raisonnable. Il est doté du pouvoir de raison, du pouvoir de choisir. Or, si l'homme commence à choisir, il peut donc choisir le bien ou le mal, et ça commence à poser problème. Parce que tout à coup, il a la capacité à pouvoir décider que ce que tu lui imposes, c'est mal. Mais pour qu'il puisse le savoir, il lui faut une vie intérieure. S'il n'a pas de vie intérieure et qu'il est obsédé par une société de consommation dans laquelle son bonheur ne se trouve plus dans sa capacité à réfléchir et à contempler, mais se trouve dans sa capacité à consommer, sa capacité finalement à être mu par une force extérieure, ben c'est un problème. Regarde aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Tu es dans une hyperactivité sociale. Jamais, plus qu'aujourd'hui, parce que notre époque, tu as eu une occupation. Nous sommes des sociétés qui sont occupées. Le temps d'attention, il a diminué au fur et à mesure des années et des décennies. Pourquoi ? Parce que tu es venu occuper le vide de l'homme. Tout espace de vide, tout espace à combler t'est considéré comme du vide. Et le vide, c'est le néant. Et donc il fallait combler ce néant, ce vide, et on l'a comblé par une société d'hyperconsommation, par une hypertechnologie, par tout ce que tu veux. Tout ce qui est venu finalement tuer la vie intérieure de l'homme. Et donc progressivement, l'homme est devenu une machine. C'est tout. En fait, l'homme est devenu une machine avec des réflexes. On a toujours été des machines finalement dans ce cas-là. Non, on n'a pas toujours été des machines. Les enfants soldats, etc. Tu vois, on peut programmer les enfants à ce qu'on veut. Bien sûr. Tu vois, à ce titre. Aujourd'hui, on est dans une société d'hyper-consommation, d'hyper-attention, d'hyper-sollicitation, on pourrait dire. Mais c'est ça. C'est juste une continuité finalement de ce qui était déjà au début. En gros, on essayait de tendre à ça finalement, j'ai l'impression. Parce que là, tu oublies quelque chose, c'est que tes enfants soldats étaient l'apanage des régimes totalitaires. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, je suis d'accord là-dessus. Bien sûr, je prends cet exemple, c'est un peu caricatural. On est d'accord. Non. Tu as raison. Tu as raison de considérer que le propre du communisme, par exemple, ou du stalinisme, c'était précisément de combler en fait tout espace de vie et que l'État venait régenter toute forme de vie, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que cependant, Tocqueville l'avait déjà montré dans La démocratie en Amérique, où précisément, plus tu as de règles, et plus l'homme attend de l'État qu'il vienne être le sauveur. D'ailleurs, je me permets de te rappeler que la notion d'État-providence, elle dit bien ce qu'elle veut dire. L'État sert de providence, en fait. C'est tout. Effectivement, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment une providence, quoi. On est plus dans une sorte de dépit, mais... c'est un dépit général. Oui, non, mais attends, c'est intéressant parce que... Oui et non. Parce que, en fait, on est encore dans un état... Providence, regarde, t'as des problèmes de chauffage et de gaz parce que t'as mené une guerre que t'avais pas forcément les moyens de mener, parce que t'as pris des mesures qui étaient stupides au moment où tu les as prises. C'est pas grave, l'État va te faire un chèque.
Ouais, enfin, C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. à la fin de l'année, et voilà. Et moi, je bosse, tu vois, pour pouvoir réussir à avoir mon chèque à la fin du mois, pour payer, et pas avoir à dépendre de ce fameux chèque énergétique à la con, tu vois. C'est pas des providence. Écoute ce que disait, c'est intéressant. Écoute ce que disait Bernanos, donc en 47, ce qui est pas inutile quand même. Quand la société impose à l'homme des sacrifices, supérieurs au service qu'elle lui rend, on a le droit de dire qu'elle cesse d'être humaine, qu'elle n'est plus faite pour l'homme, mais contre l'homme. Dans ces conditions, s'il arrive qu'elle se maintienne, ça ne peut être qu'aux dépens des citoyens ou de leur liberté. Imbécile, ne voyez pas que la civilisation des machines exige en effet de vous une discipline chaque jour plus stricte ? Elle l'exige au nom du progrès, c'est-à-dire au nom d'une conception nouvelle de la vie imposée aux esprits par son énorme machinerie de propagande et de publicité. Imbécile ! Comprenez-vous que la civilisation des machines est elle-même une machine dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés ? C'est tout à fait clair, si tu veux. C'est-à-dire que, en fait, il dit « Prenez garde aux imbéciles, parmi toutes les techniques, il y a une technique de la discipline. Elle ne saurait se satisfaire de l'ancienne obéissance obtenue vaille que vaille par des procédés empiriques et dont on aurait dû dire qu'elle était moins par la discipline qu'une indiscipline modérée. La technique prétendra tôt ou tard former des collaborateurs acquis corps et âme à son principe, c'est-à-dire qui acceptent sans discussions inutiles sa conception de l'ordre, de la vie et des raisons de vivre. Dans un monde tout entier voué à l'efficience, au rendement, n'importe-t-il pas que chaque citoyen dès sa naissance soit consacré au même Dieu ? Oui, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, quoi. Oui, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin. Après, est-ce que cette vision un peu dystopique d'une société, tu vois, est-ce qu'elle est vraiment actuelle aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est limite dans une société qui te propose de vivre de tes loisirs, tu vois. Ça dépend. Est-ce que les gens influenceurs qui gagnent 10K par mois en kiffant leur life et d'autres qui jouent aux jeux vidéo gagnent de... Enfin, tu vois, moi j'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux en fait de 2-3 sociétés qui s'entrechoquent dans ce libéralisme, enfin capitalisme exacerbé, quoi. Mais je veux dire, il faut quand même autour de toi ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé durant 1 an et demi. Tu as un État qui est venu dire, écoute mon chéri, c'est simple, tu te fais vacciner ou t'existes plus. Et tu montres ton QR code ou t'existes plus. C'est même pas tu te fais vacciner, parce que le paradoxe de l'affaire, c'est que l'Italie est un bon exemple pour ça. Il y a une anecdote assez intéressante. Une vieille dame, vaccinée, n'avait pas de téléphone. Elle a donc montré son certificat de vaccination. Niet. Elle s'est fait jeter du bus parce que ce qu'on voulait, c'était un QR code. Pareil, moi j'ai des clients vaccinés, ce qu'on voulait d'eux, c'est un QR code. Donc on voit bien que derrière, c'était pas la vaccination qui importait. C'était le QR code, c'était la société de contrôle. C'est tout. Et c'est exactement ce que dit Bernanos finalement. Tu es, dès ta naissance, Fabrice, au fond, tout entier voué à l'efficience, au rendement. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment ? D'ailleurs, tu parles des influenceurs, mais pardonne-moi, mais les influenceurs, est-ce que c'est pas même l'apologie du rendement ? T'es influenceur quand ? Alors moi j'ai un problème en ce moment. YouTube m'a censuré mes chaînes. Je saurais, enfin si, je sais pourquoi, mais ils se sont, en fait, ils ont commis. Non mais le pire c'est qu'en fait ils ont commis une erreur de droit parce qu'en fait ils se sont plantés sur un point et ils sont pas capables de le reconnaître, ces abrutis. Ils s'en foutent surtout. Ils s'en foutent. Grave quoi, c'est ça le problème. C'est ça. Moi parce qu'en fait ils reconnaissent qu'ils se sont plantés. C'est un peu comme Booba, je discutais avec Booba de ça, où effectivement Booba il a gagné contre Insta. Du coup je lui ai dit ton compte a été restauré. Il me dit non, il me dit c'est plus facile de faire un procès à la CIA que de faire un procès aux GAFAM. C'est un peu l'idée, quoi. Ils sont beaucoup plus riches. Mais justement, donc... Après, le problème qu'on a avec les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça depuis toujours, c'est que dès que quelqu'un se plaint que son compte se soit fait sauter ou striker, automatiquement, au niveau des grandes instances chez Instagram, chez Facebook, chez Twitter, ça se renvoie la balle et finalement, on ne sait jamais qui a vraiment agi et décidé de kicker cette personne. Alors, on l'a su pour Kanye West et pour Trump. Parce que Elon Musk a remonté le truc, mais finalement dans le fond on ne sait pas, on se fait striker par un truc, on imagine que c'est une centaine de mecs dans la Silicon Valley qui ont fait ça en une fraction de seconde, mais en fait on ne sait pas qui dirige, qui dit cet écologiste va trop loin, ce mec de droite est trop extrême. Mais c'est même pas ça, moi je me suis fait censurer même pas pour ça.
je me suis fait censurer parce que YouTube me dit « Ah, vous avez réouvert une chaîne alors que la vôtre avait été précédemment censurée. » Je dis Parce non, c'est pas vrai. ils t'ont mais je t'es dis- interdit, je dis quoi. oui. Comme, Je dis non, mais Comme, non, c'est pas vrai. Bonos TV. Ouais, mais je dis non, c'est Twitter pas vrai. aussi, Oui, mais Twitter c'est pas aussi, vrai. La précédente chaîne n'était pas à moi. C'était pas la mienne. D'accord. Je Oui, ils ont- publiais dessus, mais c'était pas la mienne. Oui, après, c'est toi, en Merde. fait, qui est interdit. Après, tu sais, il y a des gens qui sont interdits de plateforme. En gros, c'est le principe du déplatforming. Ah oui, ils mais vont dire, ça, bon, bah ça, je voilà, l'aurais. lui, il est interdit. Bon, bah, j'espère J'ai que ma vu vidéo ça, sera pas strike, hein, les gars. Eh ben, tu YouTube, sais, T'as jamais eu ça, Yoko? c'est T'as une jamais eu, rediff, hein. aucun En fait, strike définitif? je parle en Eh même ben, temps, c'est mais c'est pas une vraie impossible. interview. C'est faux, hein. En Eh fait, ben, c'est un ça. hologramme. Eh ben, hein. c'est impossible, en fait. Je Et précise. ben ça, J'ai déjà YouTube été m'a strike, bien ouais. dit. Parce qu'en fait, moi, j'avais un networker qui protégeait la chaîne. Enfin, comme je lui disais au networker, tu protèges la chaîne comme Darmanin protège les Français, toi. Et le networker a obtenu de YouTube. Et en fait, le problème de YouTube, qu'est-ce qui se passe en fait? Il dit ah oui, c'est vrai, effectivement, parce que j'ai apporté la preuve que la chaîne n'était pas à moi. Il dit ouais, mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Oui, Non, mais tu te fous de ma gueule, la remise maintenant en que c'est question fait, est c'est fait. compliquée, oui. Voilà, la question est compliquée. Mais ce que je cherche à dire, ce que je voulais te dire sur les influenceurs qui m'intéressent, c'est qu'en fait, ton exemple des influenceurs est le meilleur qui puisse être. Je veux dire, en fait, les influenceurs, c'est quoi? C'est jamais que ce qu'a dit Bernanos. C'est-à-dire, en fait, pour faire simple, des mecs dans un monde tout entier voué à l'efficience et au rendement. T'es un influenceur en fonction du nombre d'abonnés. Je veux dire, si t'as 2 millions d'abonnés ou si t'en as 100 000, t'as pas la même influence. c'est sûr. Donc, finalement, tu es dans une logique qui est celle du rendement. C'est tout. J'entends. Et je t'assure que j'avais 75 abonnés sur Twitter Oui, au ça début de change la crise. tout, oui, c'est- J'en ai 250 000, c'est pas la même chose. Bah, c'est sûr qu'on t'invite chez Adouda. Moi, non, tu vois, pour l'instant, pas encore. Faudrait que je Ouais, fasse c'est un ça, truc de voilà. dingue, mais j'ai pas osé faire des trucs de dingue pour l'instant. Il y a une question pour toi qui est justement, j'ai la question, Clown Intelligence, c'est justement le moment. C'est bonjour Fabrice, on glorifie Booba et on défend les insolences de l'agent de Bolloré Hanouna face à un député. Pourquoi avoir rejoint au final le camp des racailles du système au détriment du peuple? Qui a dit que je glorifiais Booba? C'est Je la... glorifie pas Non, Booba. il dit, à mon avis, c'est en général. À mon avis, Non, j'ai me découvert. semble-t-il. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut quand même que je raconte cette histoire. Moi, Vas-y. Booba, c'est un mec que je connais. Non. Attends. Booba, il y a un an. Attends. Booba, je le connaissais pas il y a un an. Hein. Booba, les images sont là. Cyril, il m'a invité avec Booba, j'ai pas très bien compris pourquoi. Il y a un mec qui fait 2,50 m, T'as grave kiffé, ouais. qui se bat avec des gardes du corps, j'ai pas très bien compris pourquoi. Il se bat à l'aéroport aussi. Hein, c'est... Mais oui, ça je l'ai vu, oui. Donc bon, tu comprends tout de suite que c'est le mec qu'il faut pas contrarier, tu vois. Tu comprends assez vite. Et il me met face à Booba. Et il s'avère qu'il me demande, tu sais qui c'est? Non. T'écoutes Booba? Non. Ok, très bien, merci, suivant. Et il s'avère que Booba me rejoint sur absolument, en une phrase, il dit tout ce que je dis depuis un an et depuis 6 mois sur le plateau. Ok. Et après, il s'est mis à me retweeter. Bon, très bien, ok. Et puis je me suis retrouvé au milieu de l'embrouille Berda, Booba, sans que je comprenne très bien comment j'y suis arrivé. Ouais. En fait, là-dedans, c'est juste parce que j'ai retweeté un truc du ministère de l'Intérieur qui est effectivement sur le CPF. Mais le CPF, c'est un truc que je connais parce que j'avais moi fait un recours il y a quelques années. Donc Booba, dans l'histoire, je sais pas très bien comment il a commencé à échanger avec moi en me demandant mon numéro de téléphone. Du coup, ok. Du coup, on a commencé à s'appeler. On s'est appelé. On s'est échangé des trucs WhatsApp. Et il m'a dit, tu viens au concert? J'ai hésité à lui dire non, quoi. Et t'as eu peur au début, j'imagine. Du coup, non, mais je lui dis, j'aurais bien aimé, mais en fait, j'ai pas les places. Puis là, le mec, il oublie à qui il parle, quoi, tu vois. Et donc, il me balance des places en VIP. Bon. Alors non, pas en VIP. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un... Je vais raconter un truc là-dessus. Vas-y. Le mec, il peut pas la fermer, quoi. Je peux jamais la fermer, même en concert, je peux pas la fermer 5 minutes. Faut que j'arrête de parler aussi vite que je pense. Parce que j'étais pas en VIP, j'étais en place, dans le carré d'or. Ok. Cyril était au concert, il était en VIP. Je vais donc le voir, je vais le saluer, et là, il y a un mec qui me dit, bah tiens, reste avec nous. Et là, je balance la connerie qu'il faut pas balancer. Écoute bien ce que je dis, quand même, hein. Je dis, non mais n'importe quoi, je suis pas un VIP, c'est pas parce que je fais le clown sur TPMP que je suis un VIP. Voilà, comme ça c'est dit. Et là tu croises le regard de Cyril qui tout à coup se dit, oui, alors c'est là tu te demandes, il l'a entendu ou il l'a pas entendu en fait? Et tu sais qu'il l'a entendu quand il te dit, bon, je vais descendre avec toi. Ok, donc il l'a entendu. Bref, donc bon, il m'a pas voulu, c'est bien. Et donc finalement je suis allé au concert, et pour le coup... Est-ce que tu as mis ton du coup, cut? j'ai vraiment aimé, tu vois. T'as aimé, ouais.
Donc, et après, tu as parlé du Métagore aussi, c'est-à-dire que tu étais surpris. J'ai parlé par du Métagore, effectivement, puisqu'il puisqu'il a été, bah oui, parce qu'il a été cité à la revue, il a eu les honneurs de la revue française de littérature. Je connaissais pas Booba, mais je connaissais la revue française de littérature. Et donc, j'ai développé, d'ailleurs, faut que je fasse une vidéo encore dessus pour expliquer pourquoi. En fait, il est directement inspiré de Baudelaire, et on va retrouver certains rythmes propres à Baudelaire et qui a marqué la poésie du 19e, et comment est-ce que finalement Booba a un style très particulier en fait. Mais donc voilà, après depuis on a échangé, je lui ai juste demandé quand ma chaîne a sauté, je lui ai dit donc sur Twitch, tu veux pas venir là? Il me dit sur Twitch, il me dit mais il y a personne sur Twitch, il y a personne parce que t'es pas là. Il y a des gens, là. Viens Booba. Et je lui dis si tu viens, il y aura du monde. Il me dit non, c'est mort. Je dis mais putain, mais je la récupérerai jamais ma chaîne si tu viens pas. Et là il me dit tu sais quoi, t'en ouvres une, tu montres ton cul et tu verras, il y aura plein de monde. Non Booba, si je fais ça, ma chaîne elle va sauter dans la minute quoi. Bah, Booba il aime bien provoquer, mais ouais, je pense que sur ce genre de truc, il aime bien le rap. Après, je sais pas si. Vas-y, Péno. Est-ce que vous m'entendez quand je parle, les gars? Ouais, on t'entend. Quand je parle ou pas du tout? On t'entend. Ouais, et justement, Péno, tiens, qu'est-ce que Ouais. tu penses de Maître Division, vu que tu es apparu, un Péno sauvage apparaît? Qu'est-ce que tu penses de Maître Division? C'est un personnage très intéressant que j'ai l'habitude de voir, parce que je regarde pas mal TPMP, même si ma communauté n'apprécie pas énormément cette émission, mais ils ont le mérite d'inviter tout le monde et ça j'apprécie énormément. Et je me suis pas penché particulièrement sur le cas de Fabrice, mais j'ai compris qu'il était dans la sauce et en tendance assez régulièrement sur Twitter, Oui. pour des histoires de médicaments, on va dire, hein, pour pas que tu te fasses sauter ton live. Et non, c'est intéressant. Je vous écoutais te parler depuis tout à l'heure et j'ai l'habitude de dire des conneries dans l'instantané, mais là, le niveau pour une fois sur ton live est très élevé. Donc, non, j'observe attentivement et c'est un plaisir d'être là. Merci. C'est souvent qu'il est élevé. Putain, la vie d'hier était très élevée. Non, je plaisante, mais c'est bien. Et je trouve intéressant le parallèle entre Fabrice et Booba parce que c'est deux personnes complètement opposées. Je trouve aussi super intéressant sympa de sa part d'être allé au concert de Booba parce que c'est des personnes opposées, mais finalement, dans le fond de la pensée, ça se rejoint et c'est bien, c'est cool de voir qu'il arrive à faire des parallèles avec Baudelaire. C'est pas donné à tout le monde de s'intéresser à Booba. Je vois par exemple, moi j'ai l'impression que quand t'as passé 45 ans, c'est impossible que Booba t'intéresse s'il ne t'a pas directement adressé la parole. Les gens l'aiment pas parce que c'est vrai que d'un point de vue externe, il est un petit peu péteux, il se la raconte, voilà, il a suivi les codes du gangsta rap américain en France, c'est lui il a fait partie des mecs qui ont fait émerger ça, en tout cas le culte autour de la personne, parce qu'au départ on avait NTM, on avait beaucoup de groupes, mais en termes individuels, c'est quand même Booba qui a été le précurseur là-dedans, et je trouve intéressant de voir que... Et puis finalement, Booba il a notre intérêt. Il a deux intérêts, Booba, quand même. Le premier, c'est la longévité. C'est pas évident quand même, hein. Il a fait une carrière, il a rempli le Stade de France. Deux, c'est que quand tu regardes un peu ses textes, tu regardes un petit peu la rythmique, quand tu regardes un petit peu sur le plan musical. Alors moi, c'est-à-dire que bon, j'ai été batteur professionnel pendant assez longtemps, et pour le coup, c'est très intéressant sur le plan rythmique, en fait. Alors après, bon, la manière dont tu utilises l'autotune, c'est un peu, on peut en débattre. Mais cependant, sur le rythme, effectivement, c'est assez intéressant pour le coup. Tout à l'heure, quelqu'un dit sur le chat, il y a quelque chose de métaphorique de Rimbaud. C'est pas tout à fait faux. Il y a quelque chose, effectivement, des grandes œuvres de Rimbaud. Et ça, il faut que je le démontre. Alors, c'est pareil pour Baudelaire. Et c'est très amusant parce que les gens comprennent pas. Mais en fait, la plupart des gens qui comprennent pas, c'est parce qu'ils s'arrêtent. Et c'est tout à l'heure, je reprends, c'est ici que je raccroche le wagon entre eux avec le clash Boyard-Hanouna. Ils s'arrêtent à quoi? À la vulgarité. Mais en fait, j'ai quand même rappelé une chose, c'est que Victor Hugo était considéré comme vulgaire. En fait, il faut quand même savoir que Hugo était considéré comme Baudelaire. Parfois même la vulgarité peut servir de ponctuation, en fait. C'est un petit peu ce qu'on m'a beaucoup rapproché à... Je fais pas du Booba, mais voilà, je fais des textes qu'on peut apparenter à du slam et à du rap un petit peu, parce que je parle sur des instrumentales, et on m'a souvent dit ça. On m'a dit que j'étais vulgaire, mais quand je lâche un putain ou un fils de quelque chose, c'est pour ponctuer, en fait. C'est pas uniquement pour de l'insulte, c'est que si je l'enlève, la phrase perd en intensité. C'est comme un point, en fait. Il y a des gens, à l'écrit, quand ils mettent un point d'exclamation, ils se rendent pas compte que ça a moins d'impact que s'ils avaient mis un point. Et bah pour moi, la vulgarité fait aussi partie de cette force littéraire. Je pense que c'est d'autant plus vrai que, au fond,
derrière la notion de vulgaire, il y a aussi la notion, incontestablement, c'est ce que tu exprimes, oui, de ponctuation et de... J'aime pas le mot révolte parce qu'il n'est pas le bon, mais d'exclamation et de choc, en fait. D'impact, en fait. C'est ça, en fait. Et je pense que c'est extrêmement important, d'autant que il y a quand même un élément. Non, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, ça dépend. Tiens, j'ai plus de vidéo, mais c'est pas grave, j'ai plus que le son. Non, c'est pas grave, j'ai plus que le son, mais parce que j'ai plus de batterie, en fait. Mais le truc, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon avis, il faut faire attention à pas jouer les. Baudelaire a quand même été interdit. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se souvenir de ça. On a attendu 1950 avant d'établir Baudelaire. Je veux dire, avant de rétablir les Fleurs du Mal. Baudelaire était considéré comme vulgaire. Il faut quand même voir le procès qui a été fait à Dante Alighieri quand il est passé de la langue latine à la langue vulgaire. Et je rappelle quand même un élément tout à fait important, c'est que, rappelle-toi, Macron est l'apanage de la vulgarité. Et qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qu'a dit Castaner? Le président parle comme les Français. Et ça, c'est un truc qui est quand même assez intéressant. Des feux. Moi, je pense que si tu veux, c'est là où je raccroche les wagons entre eux. Vas-y. La vulgarité d'Hanouna à l'égard de Boyard ne m'a pas choqué. En fait, je m'en fous. Oui, moi non plus. C'est important, mais c'est important s'ils ont envie de se friter, mais qu'ils se fritent. Aussi partagé, quoi. Fabrice, je voulais faire je voudrais faire un petit parallèle avec ce dont tu parlais juste auparavant, où tu disais que actuellement le citoyen était esclave de la surconsommation et notamment dans les médias. J'entends par là que par exemple quand on va sur TikTok, plus de 20 minutes, on peut se prendre une centaine de vidéos différentes. Il y a un mec qui coupe un arbre, il y a un mec qui fait du parapente, il y a un mec qui fait du roller. Enfin, ça défile à une vitesse folle. Le cerveau se prend un flux d'informations incroyable et j'ai l'impression que les cerveaux des jeunes actuellement sont conçus pour pouvoir accumuler ce genre d'informations. Et est-ce que la vulgarité on exploite n'est pas justement, en fait, c'est plutôt on exploite ce biais. La vulgarité n'est pas ce petit truc qui permet de tenir en haleine aussi le spectateur ou l'auditeur. C'est bon. Forcément, bien sûr, bien sûr. Mais c'est exactement ce que tu disais. Tu parlais effectivement tu t'employais ce mot très juste, à mon avis, de ponctuation. En fait, quand tu fais de la musique, la vulgarité, elle est au fond cette croche qui va arriver à un moment dans un morceau finalement assez calme et tranquille, fait de blanche, même de noir, et où à un moment, tu as une double croche qui intervient, et tu as un seul coup, tu vois ça. Très intéressant ce que tu dis, parce que quand tu regardes les œuvres musicales, tu prends, je pense aux grandes œuvres du 19e siècle musical, je pense aux grands morceaux du 19e, je pense aux grands hymnes du 19e, alors tu penses à l'hymne à la joie par exemple, ou tu peux même reprendre, tu peux aller un peu avant, tu peux reprendre Vivaldi, tu peux reprendre pas mal de choses comme ça bien avant. Au fond, où tu prends Fauré, tu as exactement ça. Tu as des artistes qui vont avoir une espèce de calme, de tranquillité, de rythme, et à un moment donné avoir un emballement qui va venir casser le rythme, et dont beaucoup d'ailleurs disent que c'est vulgaire. Déjà à l'époque on avait quelques difficultés avec ça, on pourrait en parler, notamment pour Fauré, où on disait que c'était vulgaire, et j'aime beaucoup cette notion de vulgarité. Moi je revendique en fait d'être vulgaire, parce que c'est ce que j'ai dit devant le Conseil de l'Ordre, qui m'a reproché ma vulgarité, je comparaissais pour ça. Et c'est très drôle, parce que je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que les Français, lorsqu'ils sont dans la merde, ils viennent effectivement s'exclamer, je reprends ce que tu dis, en venant faire des phrases littéraires et citant Rimbaud et Victor Hugo? C'est pas comme ça que ça marche. Ils viennent crier leur souffrance, leur douleur, avec les mots qui leur viennent, et ces mots, c'est les plus simples de la langue. En fait, la vulgarité, elle est l'abaissement. On dit, c'est véritablement le premier niveau de la langue. Effectivement. Pénaud, tu voulais réagir. Tu penses, je suis complètement d'accord avec toi, mais est-ce que tu trouves vraiment que Macron s'exprime comme les Français? Je suis d'accord sur un point, non. Chirac à l'époque, pour moi, j'étais beaucoup trop jeune, mais il était incompréhensible. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et Macron, je comprends ce qu'il dit, mais je ne trouve pas qu'il s'exprime comme le Français moyen. Bien sûr que non. Alors, je vais te dire pourquoi. Champ lexical de la République, enfin ça n'a rien à voir. Il y a plus que ça. Quand Macron utilise de la vulgarité, c'est méchant. La vulgarité de Macron, elle est méchante et méprisante. Mépris, oui, voilà. C'est du mépris de classe, quoi, en fait, clairement. Mépris de classe, exactement, premièrement.
Et c'est là où la vulgarité d'Hanouna, par exemple, face à Boyard ou Boyard face à Hanouna, peu importe, et pas du tout celle-là, puisque finalement, c'est pas une lutte de classe. Premièrement. Deuxièmement, il faut quand même savoir que pourquoi les politiques utilisent la vulgarité. Parce qu'en fait, des études scientifiques t'ont montré que ce qui est vulgaire est mieux retenu, et en fait, les gens considèrent que les gens vulgaires sont plus sérieux. Ça, c'est marrant, hein? Mais ils considèrent que les gens vulgaires sont plus sérieux. Il y a 2 études qui sont sorties là-dessus, notamment une étude italienne d'envergure, qui montre qu'en fait, les gens vulgaires, les politiques vulgaires, une étude en politique, montre que les hommes politiques qui jurent, qui donc sont vulgaires, sont considérés par la population comme plus sérieux. C'est marrant, hein? D'ailleurs, comme Mélenchon, quoi. Je te coupe juste 2 secondes, parce qu'il y a un parallèle aussi intéressant, c'est que sur YouTube, les vidéos où on vulgarise l'histoire font plus de vues que les vidéos qui parlent d'histoire. Exactement. Alors, je vais te dire, c'est très drôle ce que tu dis. C'est que, et je termine juste sur un point pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, c'est de dire que, au fond, qu'est-ce qui me caractérise, moi? C'est que c'est très amusant, parce que moi, je considère faire partie, j'ai été formé dans les 2 meilleures facs de France, que ce soit en philo ou en droit, j'ai une certaine culture, et donc à ce titre, je suis capable d'adapter mon langage aux personnes que j'ai en face. Mais bien évidemment que sur TPMP, bien sûr, mais bien évidemment que je ne vais pas aller sur TPMP comme je vais m'adresser sur LCP ou n'importe où ailleurs, parce que la population n'est pas la même. Alors on me dit, quand je dis ça, c'est méprisant, mais rien du tout. C'est pas méprisant, je considère pas que venir parler comme parlent les catégories sociales des Français, ce soit méprisant, c'est pas du tout ça. Est-ce qu'on parle pour être compris ou est-ce qu'on parle pour soi? Tu parlais d'Idriss Aberkane tout à l'heure. Il dit quelque chose d'intéressant, il a remarqué quelque chose et je pense que c'est vrai, il a beaucoup insisté là-dessus. Il dit d'une façon générale, quand les orateurs parlent, vous remarquerez qu'ils ne parlent pas pour le public, ils parlent pour leur pairs. Il parle pour les collègues, il parle, en fait c'est une espèce d'entre-soi. Et c'est caractéristique. Moi je suis frappé de ça dans les rendez-vous d'avocats, même moi j'y comprends rien en général. Quand les confrères me parlent, je comprends pas ce qu'ils disent. Ou à un moment donné, il y a cette incapacité à se mettre à la portée de celui que tu as en face. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation dès le départ? Quand un enfant très jeune, entre ses 5 et ses 10 ans, on va vite lui dire t'es pas avec tes potes, t'es avec des adultes. Et s'il s'exprime comme s'il était avec des adultes avec ses potes, on va le prendre de haut, on va lui dire ça y est, tu te prends pour Louis XIV. Exactement. Je pense que le souci d'adaptation fait partie de l'éducation et de l'élévation intellectuelle de chaque. Mais bien sûr. On doit être capable de parler en public, de parler avec des potes, de parler avec la belle famille, tout en adaptant son discours sans pour autant avoir l'impression de faire un effort. Mais complètement, ce qui importe, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est-à-dire qu'en fait, si le fond bouge pas, la forme, en fait, on s'en fiche un peu. Je vais te dire, même si Hugo écrit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant pour aller dans ton sens, c'est qui moi m'intéresse quand même. Il y a un élément qui est quand même fondamental sur la vulgarisation de l'histoire. Moi, j'ai découvert avec Augustin. Augustin a une vraie bonne culture historique. Bien meilleure que la mienne. C'est pas très compliqué, mais bien meilleure que la mienne. Et en fait, il l'a acquise où, cette culture historique? Il l'a acquise sur YouTube. Alors évidemment, au départ, je me suis dit, bon, écoute Augustin, je me suis beaucoup battu avec lui. En disant, écoute, tes émissions YouTube de vulgarisation, t'es gentil, mais prends les ouvrages de référence qu'on a dans la bibliothèque à 400 balles le bouquin pour venir finalement voilà. Et puis finalement on a fait le chemin inverse, il a fait ça et je me suis amusé à regarder ses émissions de vulgarisation, et elles sont bien meilleures que les bouquins que j'ai, quoi. La plupart sont quand même bien meilleurs. C'est pour ça que la vulgarisation, souvent, alors c'est pas le même vulgaire du coup, hein. Il y a le vulgaire fils de pute, on va dire, et la vulgarisation qui est mettre, justement, c'est ce que tu disais Pénaud, c'est mettre à disposition de gens qui ne sont pas censés comprendre en principe tout ça, justement cette connaissance. Et là, c'est-à-dire que si c'est bien fait, c'est de la transmission pure et dure. C'est intéressant, ce débat il est intéressant, parce que je regarde un truc sur le chat, Coluche était vulgaire, Hanouna fut grossier. C'est une très bonne remarque. Non, c'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Je saurais pas dire si c'est vrai. Je saurais pas. Un peu comme les femmes. T'as des femmes qui sont belles et t'en as qui sont vulgaires. Et l'une... Non, mais tu vois ce que je veux dire? T'en as qui vont mettre trop de maquillage, qui vont mettre des talons, qui vont plus ressembler à des putes. Et t'en as qui vont avoir la classe tout en invoquant la subtilité, en fait.
Et je trouve que là est toute la nuance entre les deux. Il y a un dernier point sur lequel il faut quand même qu'on s'entende sur ce point, c'est que tu peux pas d'un côté... Moi, ce qui me saoule, pour être honnête, c'est que au fond, ça fait 30 ans que tu abaisses le niveau de tout et de tout le monde. Et au fond, à un moment, tu viens expliquer que non, mais qu'est-ce que c'est cette façon de parler, c'est vulgaire. Mais attends, mais ça fait 30 ans qu'on a abaissé le niveau de la langue. Et il paraît qu'il faut maintenant que les enseignants se mettent à la portée des élèves, et il faut même réécrire les œuvres littéraires pour les simplifier. Donc tu peux pas d'un côté venir dire que la population a baissé de niveau, et de l'autre, quand t'en prends acte, et que tu t'adresses à elle avec les formats qui sont ceux de l'époque dans laquelle on vit, venir expliquer que tu es méprisant. Non, ce qui est méprisant alors, c'est d'avoir abaissé le niveau. Mais le niveau, s'il a réellement baissé, nous, on ne fait que le constater, on n'est pas responsable de cette baisse du niveau. Mes enfants n'ont pas de baisse du niveau. Ils sont capables d'adapter leur langage, néanmoins n'ont pas subi en tant que tel de baisse du niveau, parce qu'on y a veillé, mais parce qu'aussi on a été à l'étranger longtemps, et parce que finalement on est dans un système éducatif parallèle. Parce que tu parlais tout à l'heure d'une société parallèle, mais j'ai envie de te dire, la société parallèle, elle existe déjà. Tu veux un exemple ? Je t'en donne 2 exemples. Deux, dans 3. Un, je veux dire, ma fille est hyper douée à cheval, je l'ai vue très vite, très vite, quand elle avait 3 ans, j'ai compris qu'elle avait un truc, et finalement, je suis parti me former aux États-Unis pour pouvoir l'entraîner. Ça coûte 25 000 $. Bon, on est 6 en Europe avant la formation, je suis le seul à pas en vivre, très bien. Pour les autres, tu as quoi ? Tu as les centres équestres avec des chevaux à moitié dingues, qui te foutent par terre 2 fois sur 3, et on te dit que plus tu tombes, mieux c'est. On a inventé ce concept. C'est très intéressant de dire qu'en fait, on a inventé le concept au terme duquel l'échec devient la marque de la réussite. Bon. Bah nous, on a nos chevaux. On a acheté nos chevaux, chaque cheval m'a coûté 25 000 balles. Bon, on est déjà en société parallèle. L'école, bah moi, mes gamins, ils sont allés au lycée hors contrat, lycée des sportifs de haut niveau, où t'as toute une partie de l'équipe de France qui était là. Je veux dire, bon, avec des golfeurs, avec tout ce que tu veux, bah ça coûte déjà un pognon. 3e exemple. Aujourd'hui, Claire a quelques soucis mineurs de santé, au niveau du genou. C'est pas compliqué. Les rendez-vous, il te faut 6 mois pour les avoir. Moi, il me faut une journée. Oui, forcément. Histoire de Donc classe. cette société, toujours, hein, c'est une histoire de classe, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de relations. Donc cette société parallèle, elle existe déjà, hélas. Et c'est bien pour ça que c'est un problème. Qu'est-ce que tu penses, Fabrice, du fait qu'on valorise énormément actuellement le nivellement par le bas ? Je m'explique. On va beaucoup mettre en valeur, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Bon, je suis pas là pour faire une pub, mais en gros, quelqu'un qui, on va mettre en avant quelqu'un qui dit oui, moi j'ai grandi dans la merde, mes parents m'ont pas aidé, j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu besoin de passer le bac, et aujourd'hui je gagne tant par mois. Alors que à côté, moi par exemple, je suis pas né dans la merde, j'ai été bien éduqué, j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai l'impression que c'est une honte de pouvoir dire que on a plus ou moins réussi, chacun son échelle, mais sans avoir été dans la merde. Est-ce que vous voyez le parallèle que je veux faire ? Je comprends parfaitement, mais c'est parce qu'en fait tu tombes dans un système. En fait, c'est très compliqué cette question. Elle est fort intéressante parce que elle est compliquée. En fait, quand tu connais le modèle américain, ce modèle-là, il est directement inspiré des États-Unis. C'est le rêve américain. Le rêve américain, c'est le mec qui finalement est tout en bas de l'échelle, n'est personne et devient le numéro 1 de telle entreprise. Voilà. Bon. Alors finalement, quand tu connais un peu le système américain de l'intérieur, tu sais que le rêve américain, c'est plus souvent le cauchemar américain que le rêve, quoi. Et tu sais que par exemple, nous, l'anecdote, c'est juste une anecdote, nous, mon boulot, une partie de mon boulot, ça a été pendant longtemps, ça l'est encore d'ailleurs, mais une partie de mon boulot, c'était pendant très longtemps, d'expatrier des gens. On a créé pas mal de boîtes aux États-Unis pour des clients et on disait toujours comme conseil à nos clients, on disait les chéris, quand vous allez aux États-Unis, il y a une chose à faire. Vous mettez l'argent du retour sur un compte bloqué. Parce que le jour où vous perdez aux États-Unis quelque chose, vous le perdez en 24 heures, quoi. L'ascenseur social, quand il s'écrase. Hein. Et en fait, aux États-Unis, on te valorise toujours cette image du mec qui est dans la merde, qui est le pauvre, qui a réussi. Parce que finalement, c'est aussi ce qui fait tenir le peuple
Et c'est aussi ça entretient l'espoir, ce qui, quoi, oui. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui te vend du rêve. Et que le rêve, on le sait, c'est finalement ce qui vient faire vivre les gens. En fait, l'espoir et le rêve font vivre, et il faut à un moment donné, si tu veux tenir les gens. Millionnaire, hein, les gars. Tom Cruise bis. Maintenant, deuxième chose, c'est que en revanche, quand tu es d'une classe sociale plutôt aisée, que tu n'as manqué de rien, que tu as réussi par tes propres efforts, bah c'est pas vendeur ton histoire. Parce qu'elle est commune, ton histoire. Elle est logique, ton histoire. Elle est normale, ton histoire, en fait. C'est normal quand tu es effectivement finalement issu d'une famille voilà, ce que tu veux, normal, voilà. Et bah de faire des études de médecine, faire des études de droit, et gagner ton fric à la faveur de ton boulot. Reproduction sociale, c'est pas vendeur. Ouais. Moi, typiquement, si tu veux, un modèle comme Hanouna, bon, il gagne bien plus que moi, mais si tu regardes, c'est très intéressant, d'ailleurs Cyril est un bon exemple. Cyril a galéré pendant des années, puis d'un seul coup, l'ascenseur social s'est mis en marche, il est devenu une star, une méga star. Et donc, quelque part, il y a une espèce là-dedans de storytelling qui se met en place. L'enfant que j'étais, enfin, l'animateur raté que j'étais est devenu une star, machin. Ok, très bien. Moi, à côté, je suis quoi? Je suis un avocat qui a percé dans un milieu particulier, qui a bossé, qui gagne peut-être 50 fois moins qu'Hanouna, mais 50 fois plus que la moyenne des Français. Il va y avoir de la contradiction. Mais du coup, personne ne s'intéresse à mon histoire. Mon histoire, quand je la racontais, je veux dire, quand je la raconte, bah, finalement, elle n'intéresse personne. Parce que c'est la logique de l'histoire. J'étais formé dans une des meilleures facs de France. Bon, bah, c'est comme ça, j'ai bossé. J'ai fait le parcours normal. Mais la normalité dans une société de spectacle, et tu parlais de TikTok tout à l'heure, regarde, TikTok, moi je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en fait. Et en fait, c'est impressionnant et c'est effrayant cette application. Moi c'est pareil, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai été absorbé une nuit. C'est-à-dire que j'étais là à scroller, j'étais et évidemment t'as une sorte de sentiment entre malaise, dégoût, fascination aussi, parce que tu te dis il y a quand même des trucs sympas, tu vois. Donc et en fait, tu attends l'histoire. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord, mais tu attends l'histoire, tu attends le truc quoi. Tu attends que ça va te captiver. Il se passe jamais rien. C'est Maudin Malin qui parle de ça, qui parle que ça développe que ça sécrète une. Je peux pas te dire exactement. Ça fait de l'endorphine, je pense, plein de choses. À mon avis, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Tu obtiens une récompense sans avoir fourni d'efforts, et du coup ton cerveau s'habitue à ce truc-là, et après tu en deviens dépendant sans faire attention. C'est le but. Mais je vais te donner un exemple. Moi, je suis interrogé, je sais plus par qui. Là, j'ai un média qui m'interviewe mercredi pour des jeunes, et je suis fasciné parce que la première chose qu'ils me disent, c'est bon, vous inquiétez pas, on fera court, parce que avec les jeunes, faut pas faire trop long. Donc, on aura un format 10 minutes. C'est aussi ce que disait Marc Dutroux. C'est pour ça que moi, je fais des formats longs, parce que je vous prends pas pour des cons non plus. Mais je veux dire, en fait, où est-ce qu'il est écrit que fondamentalement les jeunes ne sont pas capables de suivre une conversation? On dit non mais vous comprenez, leur niveau d'attention a baissé. Mais je suis pas d'accord, si c'est intéressant, leur niveau d'attention ne baisse pas. Exactement. En fait, et la preuve c'est qu'on est 1000 là ce soir, ça baisse pas. Alors justement, voilà, je vais introduire, il y a quelques auditeurs qui veulent parler. Alors il y a Alex Sam qui voulait prendre la parole, donc Alex Sam, je te laisse prendre la parole. Je vais vous laisser les gars, il faut que j'enchaîne avec un... Je suis invité sur un autre live. Et allez voir la FAQ de Péno, etc. Des bisous à Péno, et allez checker sa chaîne. C'était un plaisir, merci Dioclo, et j'espère qu'on pourra faire une émission complète. Avec grand plaisir, comme d'hab. Bravo pour tes abonnés, etc. Et à bientôt Fabrice, salut, merci à toi. Merci beaucoup, bisous. Alors du coup, Alex Sam, alors tu voulais discuter avec Fabrice, c'est l'occasion de pouvoir discuter, et c'est pas sur TPMP, c'est chez moi, donc ça me fait plaisir. Alex Sam connu pour les gilets jaunes, etc. et les études sur les lacrymogènes, etc. Il fait aussi des trucs avec Amnesty, enfin bref, pas mal de choses. Alex Sam, je te laisse, vas-y. Oui, bonjour.